Il y a entre 7000 et 9000 candidats. J'y croyais pas vraiment parce qu'ils avaient que 3 postes en data sur 96. J'avais pas du tout les codes. Il y avait personne à l'EDEC qui parlait de spatial. Je pense que quand il n'y a pas l'information en ligne, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'elle n'est pas accessible. Et quand elle n'est pas accessible, ça donne un avantage concurrentiel. Quand je suis arrivée chez Louboutin, j'ai commencé à directement envoyer mes CV à partir de ma 2e semaine de stage. Okay, ouais. Ah ouais. Il y a des ingés qui passent par ISA et Supaéro qui ont la vision 360 sur toute l'industrie et on est en concurrence contre eux. Ça prend du temps d'atteindre la barre des 100K sur les métiers de data analyst, data science. Ça dépend ce que tu prends en compte. Les extraterrestres existent. Vrai ? Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné sous serment que les États-Unis seraient en possession de matériel non humain. T'aurais pu travailler pour un SpaceX par exemple ? Parce que c'est pas en faisant des trucs très terre à terre qu'on va vraiment réussir à développer de nouvelles technologies. Tout ça, pour moi, c'est des réponses qu'on peut trouver que dans l'espace. Bon, on va pouvoir y aller. La Tu France veux faire t'attend. une petite déclaration avant à quelqu'un, je sais pas. Non, merci de m'accueillir ce soir, ça me fait plaisir. Oh non, elle est trop mignonne. Non. Voilà, t'as eu, hein. Je t'attendais pas à ça. Ouais, non, je m'attendais pas. Fais une déclaration, Camille, toi, à quelqu'un. Merci de nous recevoir, Boris. Ça fait plaisir. C'est mon média seulement maintenant ? Ouais. C'est ça ? Ok. Je te le lègue. On va pouvoir y aller. Salut les amis, c'est Boris, on se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Talk. On est bien évidemment avec Kémil et notre invitée du jour, Laura Belmont. Alors, on est très ravis de te rencontrer aujourd'hui, même si on se connaît déjà. On connaît Laura depuis la prépa, puisqu'on était en prépa commerciale ensemble. Et Laura a un parcours très, très stylé, très impressionnant. Aujourd'hui, on va parler data science, on va parler espace. Non, spatial, putain. Espace. On va parler spatial. Décoration, mur, tout ça. Et on va voir comment Laura a été, je spoil déjà, mais elle a commencé dans le luxe, c'est ça. Et après, elle a bifurqué totalement. Elle est allée dans un parcours un petit peu plus ingénieur, alors qu'elle a fait une école de commerce, elle a fait l'EDEC. C'est vrai que c'est ça qui est étonnant. Donc, tu as fait l'agence spatiale européenne sur des métiers beaucoup plus data science et tout. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est mais attends, ça, c'est des métiers qui sont, on dirait, en tout cas en surface, réservés aux gens d'école d'ingé. Et je me dis, quand tu fais une école de commerce, si tu fais pas un double diplôme ingé et que tu vas te confronter à ces gens, ces postes-là, tu vas être en concurrence avec des gens qui sont préparés, formés juste pour ça presque. Et donc, c'est 10 fois plus dur. C'était un petit peu le premier truc que je me suis dit, quoi. Oui, je vais pas spoil du coup, Ouais, ce que je vais dire après, mais bien sûr. je pense pas. Ouais. Peut-être juste avant de commencer, encore merci beaucoup pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez toujours, ça nous aide beaucoup. Et aussi pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, très rapidement, le Media Trade et le Trade Talk surtout c'est quoi ? C'est on invite des alumni d'écoles de commerce, de grandes écoles, qui ont fait des parcours intéressants, qui sortent un peu de la norme, ou alors des parcours classiques, prestigieux, des entrepreneurs qui ont créé des choses intéressantes. Et aujourd'hui, on fait un focus sur Laura. Tu préfères te présenter ou tu veux que je te présente ? Vas-y, présente-moi et je compléterai s'il faut. Ok, alors là, je vais devoir le faire de mémoire. Le coup dur pour Boris. Beaucoup de choses, ouais, vraiment. Non, mais vas-y, je vais assumer. Donc, Laura, t'as fait prépa à Paris. Ensuite, t'as intégré l'EDEC, programme Grande École. Ensuite, t'as fait un premier stage chez Louboutin. En tant que buying acheteuse indienne, MIA peut-être, je sais pas, c'est ça ? En gros, c'est le département des achats. Donc, c'est un département qui est très stratégique et très data aussi. Ok. Après, virage complet, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de grave dans le luxe pour qu'elle quitte d'un coup et qu'elle bifurque totalement. Stage ensuite, data science chez Amazon. Ouais, avec un focus data analyst et business aussi. Data analyst, ok, oui. Parce que je dis data science, c'est data analyst. Mais c'est intéressant de voir la différence après parce que Ouais, moi, tu je vas l'ai nous pas. expliquer. Moi non plus, d'ailleurs. Ensuite, c'est une expérience que tu as fait en indépendant. J'ai pu participer au YPSAT. C'est une expérience de jeune professionnel pour travailler sur un satellite, mais j'étais déjà à l'Agence spatiale européenne. Là-bas, tu étais data analyst. Data scientist. Okay. Du coup, on va finir par la On voir. fera un lexique. Oui. Et là, aujourd'hui, tu es chez Snowflake, qui C'est est... ça. Qui est un éditeur de logiciels. Donc, on appelle ça un SaaS. C'est la tech. C'est le monde de la tech. Ok, c'est quelque chose dans le cloud. Exactement. Donc, c'est similaire maintenant à Databricks, mais c'est une solution de data, d'IA. C'est une plateforme cloud. Et donc, aujourd'hui, tu es Associate Solution Engineer chez Snowflake. Exactement. Le titre exact. très précis. C'est parfait, ouais. Voilà. Parfait avec quelques corrections, mais Ouais. parfait. Petit rituel avant de plonger dans ton parcours plus précisément, à savoir le vrai ou faux. Quelques questions très simples, sans piège.
ou pas. Faut répondre par vrai, faux, oui, non. Et après, si tu voudras développer sur des points spécifiques, derrière, on prendra le temps de développer. Est-ce que tu es prête? Yes. On achète son diplôme en école de commerce. Faux. L'école de commerce, c'est l'endroit parfait pour trouver sa voie. Vrai. C'est quasiment impossible de travailler dans le spatial après une école de commerce. Faux. Faire data scientist après école de commerce, être en concurrence avec des ingénieurs beaucoup mieux préparés que toi. Vrai. Les ingénieurs détestent les gens d'école de co qui viennent marcher sur leur plate-bande. Faux. Les étudiants d'école de commerce n'ont rien à faire dans la tech. Faux. Data scientist, tu peux gagner plus de 70 K par an en sortie d'école, En France? en France. Faux. Et du coup, j'imagine qu'à l'étranger, oui, c'est plus US, UK. Ouais, US. En gros, en France, les salaires en sortie d'école, si vous voulez, on fera un petit focus dessus après. Mais ça dépend si tu es data scientist dans la tech, si tu es data scientist dans une industrie en particulier. Et il ne faut pas se monter les idées, se monter la tête en se disant « j'attends 70K dès la sortie d'école ». Okay. Quand tu dis que tu as bossé pour l'Agence spatiale européenne, tout le monde pense que tu es ingénieur aérospatial. Ouais. Quand tu bosses dans le spatial, les data scientists passent leur vie dans le noir avec 3 écrans et un café froid. Vrai, mais pas de café pour moi. Mais... Pas de café pour toi. Un matcha, du thé. Un matcha, du chai latte, n'importe quoi à part le café. Si t'es pas matheux, ne va pas en data science. Vrai. Ça semble assez logique. Les extraterrestres existent. Vrai. Ça sera intéressant, ça. Toi, t'es content, on va pouvoir en parler. Aller dans l'espace, ça sert à rien, c'est juste un délire de mégalo. Faux. Coloniser Mars, c'est impossible. Ça dépend du sens de coloniser, mais je dirais vrai. Ok. On va pouvoir en parler après. Est-ce qu'il y en a une qui t'a trigger plus que l'autre, dont tu veux parler dès maintenant, ou alors ça se fera au fur et à mesure de la... Au fil de l'eau, ça Au me fil va. de l'eau. Ouais. Ok. Bon, bah, on va pouvoir partir direct sur ton parcours. Non, c'était un peu arrêté en prépa, du coup. Donc, tu as eu l'EDEC. Est-ce que quand tu es arrivé à l'EDEC, toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Je pense que j'ai fait, comme beaucoup de personnes, je suis allée en école de commerce parce que je ne savais pas quoi faire après. Pour moi, c'était une parenthèse un peu vide. Ce qui comptait, c'était avoir la meilleure école, avoir le diplôme. Et je ne réfléchissais pas à la next step depuis le départ, quoi. Dès le lycée, tu t'es dit école de commerce parce que c'est là-bas que je trouverai un peu ma voie, ou voilà, j'aurais le temps de d'autres choix réfléchir. Ouais, c'est ça qui a totalement motivé ton choix de prépa? Ouais. Ouais, ok. Et c'était quoi ton environnement un petit peu dans lequel tu as grandi? Est-ce que tu avais des parents, un entourage qui avait fait école de commerce déjà avant, école d'ingénieur, ou pas du tout? Non, ma mère est brésilienne, Ok. donc elle ne connaissait pas vraiment le système français. Ouais. Et mon père, il a dû arrêter les études vers 16 ans parce qu'il est handicapé. Ok. Donc, j'ai pas été poussée, ils m'ont laissé choisir, c'était assez open. Ok. Et comment tu as découvert les écoles même? Parce que, en fonction du lycée, ou je sais pas où tu as grandi, si tu as grandi en région parisienne, mais parfois, il y a des gens qui sont en province et qui ne connaissent même pas l'existence de la prépa, des grandes écoles. L'école de commerce, oui, mais les grandes écoles et du système programme grande école et tout. Je pense que c'était au lycée, puisqu'on avait des sortes de foires où on pouvait essayer de voir ce qu'il y avait après. Et j'ai eu des bons profs, j'ai eu de la chance, parce que c'est vrai qu'ils ne poussent pas non plus pour qu'on comprenne quelle va être la step après le lycée. Même, il n'y a pas d'orientation, je trouve, aussi jeune. Ouais. Donc j'ai juste eu de la chance, je pense. Ok. Et du coup, école de commerce, tu avais des attentes un peu quand tu y arrivais. C'était quoi quand tu rentres à l'EDEC, t'es comment, toi? Quand je rentre à l'EDEC, je suis très contente parce que c'est la fin de la prépa. Ouais. Maintenant, la vision un peu rétrospective, c'est que j'ai beaucoup aimé la classe prépa. Je me sentais à mon prime niveau connaissances. Ouais. Mais l'EDEC, je me sentais un peu libre de pouvoir faire ce que je voulais, plutôt du point de vue sport, plutôt du point de vue activité. Plus que l'école de commerce, d'ailleurs. C'est tout ce que je pouvais faire à côté de l'école de commerce. Ouais. J'étais contente d'avoir du temps libre. Et j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance association qui était très, très poussée, très, très présente dès le début du parcours. Plus que les cours, d'ailleurs, je pense. Vous devez l'entendre tout le temps. Vous devez l'entendre souvent. Mais voilà, c'était plus ou moins mon état d'esprit. Ok. J'avais une petite question. Quand tu arrives à l'EDEC, justement, tu as plein de temps. Est-ce que toute cette liberté, elle te fait peur un peu à ce moment-là? Pas trop. J'avais mis beaucoup de projets en parenthèse quand j'étais en prépa. Ok. Et au lycée, on n'a pas l'argent, on n'a pas la maturité pour mettre en place les bons projets. Quand
j'ai pu arriver à l'EDEC, j'ai eu le temps pour lire, j'ai eu le temps de faire du yoga tous les jours, j'ai eu le temps de me reprendre en main parce que je parlais du prime en prépa. Mais en fait, physiquement, on n'est pas à notre prime parce qu'on ne prend pas soin de nous. Je mangeais n'importe quoi, je faisais pas trop de sport. Ouais. Alors qu'arriver en école, c'est ce temps libre où je me suis dit, là, je vais pouvoir devenir la version de moi-même que j'ai envie d'être. Plus ou moins. Et t'as pas eu le gouffre qu'il peut y avoir d'un point de vue, par contre, stimulation intellectuelle que beaucoup vivent et ressentent du post-prépa quand tu arrives en école. Une espèce de vide. Ouais. Je comprends tout à fait et c'est un peu l'autre pendant, puisque même si on a plus de liberté, il faut réussir à la combler avec des choses qui sont utiles, notamment éviter les réseaux sociaux, ne pas passer son temps à scroller. Tu scrolles beaucoup, toi? Non, j'essaye de limiter. Et j'ai 15 minutes sur Instagram par jour, mais c'est dur. Parce que... Mais d'ailleurs, j'ai vu vos réels quand j'étais sur Instagram, moi. C'est bien, là. On a consommé tes 15 minutes. Exactement. C'est super dur. Et je suis très contente que c'était pas quelque chose de très présent dans ma vie quand j'étais en école de commerce. Mais oui, c'est pas facile. Il faut savoir quelles sont les bonnes activités à mettre en place. Il faut savoir gérer les soirées, parce que les soirées, ça prend énormément de temps et après, on a 1 ou 2 jours pour récupérer. T'es une grosse fêtarde, toi? En école, oui, j'ai eu mes pics, mais depuis, plus trop. Ok. Et tu l'étais avant l'école ou c'est vraiment en école que ça s'est développé avec les soirées, les assos, les trucs? Pas du tout. On avait un BDE à Picpus, donc ma première prépa. Et là, on sortait beaucoup pour se vider la tête, mais j'étais pas une super grande fêtarde non plus. Ok. Et t'as fait... Vas-y. Non, j'avais demandé si t'avais fait des assos, parce que du coup, t'as parlé du système associatif et tout. T'en as fait, toi? Ouais, j'ai fait Talon Aiguille. Donc, c'est une association de luxe qui fait des gros défilés. Il y a eu des jurys assez connus comme Paco Rabanne qui sont passés. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait découvrir le luxe que je connaissais pas du tout à l'origine. Mais pas plus que ça. On a une asso à l'EDEC, en fait. Donc, on peut pas être engagé au niveau de plein d'assos. Mais justement, tu arrives en école de commerce, tu nous as dit que tu n'avais pas spécialement d'idée sur l'après. Qu'est-ce qui t'oriente au début un petit peu vers le luxe, comme ça? Je pense que le luxe, c'est parce que j'avais des amis qui avaient déjà rejoint l'asso. Okay. Donc, elles m'ont donné envie avec les soirées, il y a une fraternité qui est très, très forte. Parfois un peu trop, on appelle les padrés, les madrés, les gens de la génération d'avant. On a des sortes de mentors. Donc, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas besoin d'adhérer avec 100% du mindset asso pour profiter. Et j'ai beaucoup aimé le luxe quand j'étais dans l'asso. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai dû chercher mon stage en césure, ça m'a paru logique de continuer dans le secteur pour découvrir le côté business derrière. Ouais. Tu faisais quoi, toi, dans cet asso? Dans cet asso, j'étais à la logistique pour les défilés. Donc, en fait, choisir les chaises, choisir les ambiances, qu'est-ce qu'on met dans le studio et tout. C'était bien ça ou c'est juste le fait d'être sur les défilés, dans l'orga global qui était intéressante? J'ai trouvé ça très intéressant. C'était un petit pôle au sein de l'asso. Et comme c'était un petit pôle, on avait beaucoup de responsabilités, que ce soit au niveau démarchage, pour trouver la bonne marque de chaises. On avait les chaises FEMA, je crois. Et du coup, on avait énormément de choses à gérer en même temps. J'ai trouvé ça très responsabilisant parce qu'on avait quand même un gros budget. On a des partenaires comme Westfield qui font confiance à des étudiants. Donc, c'est ça qui permet de se projeter plus que l'introspection. Parce qu'en école, on peut se dire oui, ça va vraiment me plaire, il faut que je me lance. Mais si derrière, on n'a pas les actions, on ne sait pas ce que ça représente, ce travail dans notre vie de tous les jours, ça sert à rien de faire trop d'introspection et de ne pas passer par la case action. Ouais, c'est vrai. Et du coup, derrière, ça découle sur un stage, toi, chez Louboutin. C'était en quoi? C'était en data science déjà à ce moment-là ou... Alors, en fait, le nom du stage, c'était Buying Intern for Europe, Middle East and India. Et derrière ce titre, qui était, je sais pas, ça fait un peu pompeux, mais ça veut dire qu'on prépare la stratégie achat pour le groupe. Donc, on prend toutes les données et on se dit, sur telle zone, il y aura besoin de tel nombre de chaussures en taille 37, mais par contre, très peu de chaussures en taille 40. Là, c'est les boutiques flagship de Dubaï. On va mettre tout ce qu'il y a des paillettes, alors qu'on n'adoptera pas la même stratégie de vente, forcément, au niveau nordique, scandinave. Et c'est super intéressant parce qu'il y a l'aspect stratégie, mais il y a aussi l'aspect data. C'est quoi tu regardes, par exemple, est-ce qu'en Inde, ils ont des plus petits pieds qu'en Europe? Comment tu fais pour savoir c'est quoi ta pointure qui est je peux pas le dire, c'est trop petit.
35. Personne ne va juger ici. Personne ne va juger ici. C'est une bonne question. Je pense que tout est dans les bases de données. Donc, Ok. on voit ce qui a été acheté dans les collections précédentes. On fait des forecasts et des projections pour voir ce qui peut être acheté après. Ok. Il y a les collections qui sont plutôt permanentes. Tout le monde va acheter des loups-boutins noirs qui sont dans des tailles comme le 38. Et il y a des collections qui sortent juste pour une saison. Et donc là, ça va pas être du tout les mêmes stratégies qui sont mises en place. Et on va devoir adopter un mindset totalement différent. Je me pose la question, est-ce que le luxe t'intéressait à l'origine? Est-ce que t'aimais bien... Est-ce que t'étais consommatrice de luxe aussi avant ça ou pas spécialement? Pas spécialement. C'est une bonne question. D'ailleurs, je m'étais pas posé la question avant l'école, est-ce que j'avais déjà une petite graine qui était plantée, mais je pense pas. Je pense que c'est venu au fur et à mesure, justement, grâce à l'école. Ok. Et j'ai pu découvrir le secteur. Il y a des choses très positives comme le vestiaire. Quand on travaille dans le luxe, souvent on peut acheter pour sa marque ou pour son groupe des vêtements. Chez Louboutin, on a beaucoup de chance parce que même les stagiaires reçoivent une paire de chaussures gratuites. Ah ouais. Et après, on a tous les avantages employés pour les ventes privées. Ah, je savais Ok. pas ça. Donc oui, parce que ça n'est pas partie d'un groupe. Ouais. Il y a énormément de marques de luxe maintenant qui font partie de Richemont, Kering, qui font partie d'LVMH, bien sûr. Et là, ça fait un peu partie des joyaux français qui sont restés indépendants, qui ont toujours ces processus de fabrication. Parce que Louboutin, parfois, ça a la réputation d'être un peu extravagant, excentrique, limite cheap parfois. Alors que moi, je trouve qu'il y a un énorme savoir-faire derrière et qu'on a réussi à le conserver. On a visité des ateliers d'ailleurs. Je trouve ça exceptionnel tout ce qu'ils font toujours chez Louboutin. Ok. Donc voilà, gros big up. Et t'étais payé combien chez Louboutin en stage? Alors, c'était en dessous... le minimum pour les stagiaires, je crois, c'est un peu en dessous de 1000 euros. Ok. Le minimum, 900 000. c'est autour de 633. Ouais, c'est ça. C'est entre Ah 600 ouais, et 700. ok. Non, j'étais mieux Ouais. payée. J'étais vers 900 euros avec des tickets resto et tout. Donc, ça me Ok. faisait vers 1000 euros. D'accord. Et donc là, tu fais ton expérience chez Louboutin. Et après, comment se fait le virage véritablement vers data science, data scientist? Peut-être qu'on peut commencer par la définition. Sachant qu'en plus, juste pour mettre Vas-y. un peu en exergue, c'est marrant parce que là, tu nous en parles comme si tu avais adoré le stage, Ouais, l'univers le du luxe et tout. Et tu n'y es pas resté, donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Ouais, donc ce que j'ai omis de dire, c'est que ça a été super dur de trouver un stage. Ok. Je sortais des années Covid. Ouais. Les années Covid, j'ai pas fait le stage de 3 mois que généralement on impose aux étudiants de l'EDEC. Je savais pas très très bien comment faire un CV, même si on a un career center, je faisais encore plein d'erreurs comme mettre des trucs en orange, essayer de faire des colonnes un peu bizarres T'as qui fait devaient pas des passer le Canva, screening. un peu Exactement. chelou. Ok. Exactement. Après, dans Luxe, il y a beaucoup de gens qui font Ouais. des CV un peu plus fournis, un peu plus jolis au niveau de la DA. Mais j'avais pas du tout les codes. J'ai mis très longtemps à trouver mon stage. Ensuite, quand j'étais en stage, je me suis dit, il faut plus jamais que ça m'arrive. Maintenant, je dois tout le temps trouver des stratégies pour la next step. Et quand je suis arrivée chez Louboutin, j'ai commencé à me poser des questions et à directement envoyer mes CV à partir de ma 2e semaine de stage. Ok, Ouais. ah ouais. Ah oui, d'accord. Directement pour la next step. Ok, du coup, t'as pas beaucoup bossé chez Louboutin parce que tu faisais tes préparations de stage et donc ils t'ont viré. C'est pour ça que t'es plus dans le luxe. Là, c'est dur de virer un stagiaire Ouais, qui est c'est là vrai, 6 mois, c'est mais vrai. non, j'ai pu bien travailler. On n'avait pas des horaires non plus fous. Ouais. On finissait vers 17h, donc c'est plutôt cool. Ok. Et du coup, dès ce moment-là, tu recherches quoi comme stage? Je me suis dit, quel est mon avantage concurrentiel? Intéressant. Et il faut savoir T'aimes bien ça, que... toi Ah ouais? Ouais. Non, parce que je trouve que c'est une question que trop peu de gens se Ouais. posent et même arrivent à avoir la réponse aussi à cette question. Donc, Je te parlais de méthodologie tout à l'heure quand tu m'as posé la question sur l'orientation et tout, et c'est un peu au centre aussi de tout ça. Quel est l'avantage concurrentiel de chaque personne? Voilà, donc petit aparté, mais vas-y. Super c'est quoi le intéressant. tien? Je dirais le livre de Boris pour en savoir Voilà. plus sur le sujet. Non. L'avantage concurrentiel que j'avais, je me suis dit que j'avais de la facilité pour comprendre le code. Ok. Parce que on a fait du Scilab en prépa. Oh là Ma là, phobie. oh là là, quel enfer. Ma phobie. Tu as Et fait moi, du j'aimais Scilab bien. en prépa. Ouais. Vraiment, tu as fait. J'ai pas fait de Scilab. Hein. Oui, je sais que c'est souvent la réaction. C'est un peu le party killer quand on parle de Scilab. Ouais. Mais moi, j'aimais bien le Scilab et c'était tous mes points au concours. Quand Ok. je passais du temps dessus, j'arrivais à facilement convertir. Ok. Et je me suis dit que j'ai senti le filon de la data parce que dans Lux, il n'y avait pas les bons outils. J'ai vu qu'ils utilisaient énormément Excel.
on faisait un VBA avec des macros pour remplir l'Excel automatiquement. On devenait la star quoi, du secteur. Ok. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui pouvaient être mis en place. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est super intéressant si j'arrive à développer ce côté code, parce que je voyais le potentiel. Il n'y avait pas encore ChatGPT, l'IA, ça allait arriver quelques années après. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était le bon filon, je pense. Ok, c'est intéressant. Et tu t'es basé sur ce côté-là que tu avais mis en prépa, mais tu n'y as pas retouché en école en début de... Si, on faisait de la data, ouais. On faisait de la Ok. data analytics, des maths, des statistiques. J'ai fait un master d'ailleurs à l'EDEC IA, c'est un Master of Science, Data Science and Artificial Intelligence, Ok. je crois, qui s'appelle comme ça. Je n'ai pas le titre exact, Ouais. ils l'ont changé, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on a les bases en école, ça ne reflète pas forcément ce dont ils ont besoin en entreprise et Ouais. ce qu'on voit en entreprise. Ouais, c'est ça, un peu sur tous les métiers. Tu vois qu'il y a des grosses différences. C'est pour ça qu'on insiste, nous, pas mal sur le fait que, comme tu disais, c'est bien d'avoir la partie introspection, de savoir ce que tu veux faire et tout, mais le mieux, c'est d'aller se confronter dans des stages, dans des jobs, même... c'est Azel qui nous en parlait. Elle a bossé dans le luxe. Elle est merchandiser. Et elle disait, mettez un premier pas s'il faut aller bosser en boutique. Au moins, Ouais. vous connaissez les produits, les collections. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Donc, c'est vrai que c'est un point qui est intéressant. Moi, ce que je me demande, c'est comment te vient cette réflexion-là de l'avantage concurrentiel? J'ai envie de creuser là-dessus parce que tu as beaucoup de gens, il y a beaucoup d'influence. Tu vois, quand tu es en école de commerce, tu as beaucoup de pression, d'incitation à aller dans telle ou telle branche. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti. Conseil finance. Pas trop. Surtout Ouais. chez l'EDEC en plus. Ouais, finance, c'est très présent, mais j'ai pas ressenti de Ok. pression niveau finance. Ouais. D'accord. Et donc toi, comment ça te vient le fait que, ok, là, il faut que je prenne du recul et que je me dise, ok, dans quoi je suis doué, dans quoi j'aurais peut-être un edge. Comment ça te vient? C'est assez naturellement? T'as entendu parler de quelque chose là-dessus En fait, c'est pas vraiment un trauma. Mais quand je trouvais pas de stage pendant des mois et Mhm. que tout le monde commençait à trouver un stage, ça m'a mis une pression de dingue. Et je me suis dit, pour plus que ça arrive, dans quels entretiens je pourrais vraiment performer. Et je me suis dit, les entretiens techniques avec du code, c'est vrai que je comprends assez vite la logique, l'algorithme. Donc, je serais sûre, si j'arrive à ok. obtenir ces entretiens, de pouvoir le convertir. Et c'était ça la logique. C'est une logique, c'est pas une réflexion que j'ai eue parce que, voilà, hyper smart, j'ai pensé à ça au bon moment. Ça vient par la nécessité souvent. Et la nécessité, c'était de plus me retrouver dans une situation où c'était un peu la galère, ou même c'est dur au niveau de l'estime de soi, je trouve, de pas trouver de stage. Parfois, il y a plein de gens brillants, je les vois galérer, et je sais que c'est super difficile pour les stages, pour les CDI, pour les CDD. Donc voilà, je comprends tout à fait tous les gens qui veulent que ça se reproduise plus, et c'est exactement mon cas aussi. Ok. C'est marrant parce que tu dis quand même que c'est pas venu c'est venu de la situation d'urgence, mais moi je connais plein de gens qui étaient en école, qui ont galéré à avoir leur premier stage et ils ont galéré à avoir leur deuxième stage parce que malgré l'urgence et le fait que ce soit compliqué, ils ne sont pas posés les bonnes questions justement, tu vois. Donc il y a quand même un facteur où tu t'es posé toi les bonnes questions sur ça et tu as su aussi identifier ton petit edge parce que c'est pareil, toi tu as réussi à identifier que c'était le code, mais je pense qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu à savoir en quoi ils se démarquent par rapport aux autres. Quand tu arrives en école, t'as pas fait de stage encore, t'as pas de passion ou t'aimes pas un truc en particulier, que ce soit le code ou autre chose, tu peux avoir du mal à trouver justement qu'est-ce qui te démarque des autres par rapport à ça, je pense. Ouais, c'est vrai. Le code, comme c'est un peu niche, la réflexion, elle est un peu plus facile que si c'est un soft skill, par exemple. Si on est très fort en communication, est-ce qu'on crée un média directement déjà pour avoir l'idée L'idée derrière, c'est pas forcément... Enfin, ça coule pas de source. Moi, je trouve que dans ma carrière, et on l'avait évoqué quand on a parlé un peu avant, il y a la chance et les rencontres qui ont vachement marqué le tournant. Et après, au niveau réflexion personnelle, c'est juste que j'aime pas commettre les mêmes erreurs deux fois. Qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je prends du temps pour penser à comment l'éviter dans le futur. Okay. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, s'il y en a qui sont toujours perdus, on a sorti un super cours qui s'appelle, c'est notre premier trait de cours sur comment trouver sa voie, donc n'hésitez pas à aller checker.
Instant pub terminé. Attends, putain, on peut aller sur ton stage suivant, du coup. Donc, tu as fait cette recherche. Ouais. Tu as directement target des boîtes, du coup, sur le côté data science, ou c'était moins précis que ça, on va dire. Moi, c'était vraiment l'aspect data. Parce qu'il faut savoir que, on va peut-être le définir maintenant, mais les différents termes au niveau de la data, souvent, il y a de l'overlap. Souvent, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Ouais. Et souvent, ce qu'on fait dans le métier, c'est différent de la fiche de poste aussi. Okay. Donc, il y a toute cette sphère de confusion autour de la data. Moi, je visais la data. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, je veux apprendre des meilleurs. Amazon, ils sont très, très forts à ce niveau-là. Et c'est tout. J'ai pas pensé à quel est le bon poste, qu'est-ce qui me correspondrait. Je me suis dit, il y a des grosses boîtes dans la tech qui sont très forts, avec leur data, mais pas seulement, puisqu'ils font du chiffre, quoi. Et j'ai envie de savoir comment ils font. C'est pour ça que j'ai visé les grosses boîtes dans la tech. Okay. Et tout ce qui avait data dans la description, j'envoyais des CV. Je vous ai dit dès le début du stage chez Louboutin. Et c'est pour ça que chez Amazon, j'ai pu choisir plus ou moins mon poste. Donc, je travaillais pour l'accélérateur du numérique. C'est un petit programme d'Amazon qui aide les TPE et les PME en France à se lancer au niveau du cloud, à se lancer au niveau de la digitalisation, comment faire plus de ventes. Il y avait plein de e-learning, en fait. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal, c'était plutôt complet, puisque l'aspect data derrière, c'est tous les utilisateurs. Est-ce qu'on peut faire des campagnes personnalisées, par exemple ? Comment on fait des dashboards de tracking de toutes les stats ? Parce que j'ai fait des webinaires. Un exercice qui est en fait assez similaire là, à ce qu'on est en train de vivre. Mais oui, c'était un programme un peu à part et l'aspect data dessus m'intéressait. En fait, chez Amazon, ils ont des pools de stagiaires, donc c'est des offres un peu génériques qui sortent. Après, vous arrivez dans un pool et dans ce pool, plus vous passez les entretiens vite et plus vous êtes choisi, plus vous avez de choix pour choisir votre poste à la fin. Je pensais que tu postulais à une offre, un poste. Non, en tout cas, moi, à mon époque, parce que ça fait déjà quelques années, on pouvait postuler juste à une offre et après, ça t'ouvrait plein de... Ce dont tu parles, c'est la version Amazon de Google Atelier numérique ? Je sais pas si c'est similaire. Je pense qu'ils ont d'ailleurs changé de nom, mais ça s'appelait l'accélérateur du numérique de chez Amazon. Et c'était dur d'y rentrer ? Les entretiens se passaient comment ? Alors, je dois chercher dans ma mémoire parce que c'est vrai que ça fait longtemps. De mes souvenirs, c'est pas évident les entretiens dans la tech parce que c'est très différent des entretiens typiques. C'est-à-dire qu'on applique la STAR méthode. Peut-être que vous connaissez ça comme votre poche. Moi, je connaissais pas très bien. Mais on parle de la situation, de la tâche qu'on a accomplie, ensuite des résultats à la fin. C'est super important d'avoir cette technique en tête. Mais à Amazon, on a du coaching. Donc, les RH nous parlent et nous disent comment réussir les entretiens. Ils vous donnent cette méthode justement à ce moment-là. Exactement. Et ensuite, on a une sorte de Amazon Day où on a 3 entretiens dans la journée. Et les entretiens testent des leadership principles, comme par exemple Customer First, Bias for Action. C'est des trucs qui font très corpo US classique. Mais c'est assez bien fait en soi, puisqu'on peut mettre en avant l'extra miles qu'on a fait au cours de notre jeune carrière, au cours de notre stage précédent, en gros, et au cours de l'école, des années d'école. Et du coup, moi, ça me correspondait assez comme type d'entretien. C'était entretien individuel ou entretien de groupe, du coup ? Entretien individuel. Avec 3 personnes dans la journée et tu les enchaînais plus ou moins. Ça doit être intense quand même. Ouais, c'est une grosse journée. J'avais pu prendre un jour off au travail en septembre. Ouais, parce que tu étais encore chez Louboutin, du coup. Ouais, j'étais encore chez Louboutin quand je faisais ça. Et alors, comment s'est passé l'entretien chez Amazon ? Le stage chez Amazon, pardon. Le stage, c'était super. Il faut savoir qu'on a beaucoup de responsabilités en tant que stagiaire chez Amazon. Ça dépend des équipes. Mais nous, on avait ce projet en place et le but, c'était de le faire exploser. Donc, parfois, on pouvait mettre du budget marketing. On a parlé de recruter des influenceurs, par exemple, pour parler de l'accélérateur du numérique. On a parlé de Hugo Trijas en tant qu'influenceur. Je crois qu'il est connu sur LinkedIn. Mais c'était top parce qu'on voyait que chacune de nos suggestions en tant que stagiaire, elles étaient mises en place après. Ils accordaient de l'importance en fait au feedback, ce qui n'est pas le cas de tous les stagiaires dans toutes les boîtes. C'était vraiment bien. Et je sais pas si je l'ai loupé, mais du coup, tu étais data analyst chez... Oui. Et c'est quoi la différence entre scientist et analyst, du coup ? Mais c'est vrai, je vous ai dit que j'allais faire le lexique. La partie data analyst,
elle focus normalement sur l'aspect business, sur l'aspect visualisation. Donc, un data analyst, il prend les données, il les analyse, mais c'est des données qui sont déjà assez propres, assez finies. La partie data scientist, c'est plutôt de faire des modèles derrière, de faire ce qu'on appelle de la data science, donc du machine learning, parfois de l'IA générative. Mais il part souvent de données où il y a des outliers, où il y a des missing values, et on va devoir traiter ces données avant. C'est un peu de travail de nettoyage. Oui, il y a beaucoup de travail de nettoyage de données en data science. Les data analysts, un peu moins. Les business analysts, c'est normalement le pendant, du coup, vraiment très, très business, mais qui utilise beaucoup de data. Et il y a tout le nuage autour de la data science, puisqu'il y a la partie MLOps, par exemple, pour les gens qui passent sur le côté inférence, mise en production des modèles de machine learning après. Il y a la partie data engineering. C'est tous les gens qui créent la data pipeline du début à la fin. Mais la vérité, c'est que même si la fiche de poste donne un nom, parfois les data analysts font la data science. Parfois, les data scientists font du MLOps et du data engineering. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand je faisais de la data analyst, c'était vraiment de la data analyst avec quelques travails de modeling et de forecast sur la partie sales pour l'accélérateur du numérique. Et quand j'étais data scientist à l'Agence spatiale européenne, j'ai fait la data science pure. Donc, je ne faisais pas la partie MLOps ou data engineering. Il y a vraiment beaucoup d'overlap, je trouve. Tu as pu toucher un petit peu à tout. Ouais, j'ai pu toucher à tout. Et c'est quoi ce que tu as préféré ? Moi, ce que j'ai préféré, c'est faire des modèles. Donc, avoir la partie où on code, la partie où on essaye d'améliorer la précision, le F1 score de son modèle, et après le présenter, de le vulgariser, d'en parler de façon plutôt ouverte. Et c'est pour ça, je crois que c'est pas sur mon LinkedIn, mais que j'ai donné des cours aussi. Ok, où ça ? Dans des grandes écoles. Ça s'appelle Albert School, c'est une école de data. Ils font, de Xavier Niel, et ils font un double diplôme avec les mines télécom. Ok. Et voilà, c'est un exemple. T'as aimé donner aussi. des cours ? Ouais, j'ai bien aimé donner des cours. J'ai trouvé ça très cool. C'était pas la première fois. J'ai déjà fait des petits workshops et des projets comme ça où je devais les expliquer. Je devais avoir cette partie un peu pédagogique. Mais je trouve ça super intéressant comme exercice de toute façon, même pour se confronter, nous, à notre propre ignorance, parce que la data, c'est super vaste. Donc il y a plein de choses qu'on sait pas. Ça te permet d'apprendre toi-même, carrément. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu peut-être sur ces métiers-là pour vulgariser peut-être encore plus les différences entre chaque métier. Est-ce que tu pourrais peut-être associer une sorte d'objectif à chacun des métiers dont on a parlé ? Là, comme ça, j'aurais l'impression que, par exemple, le data scientist, son objectif, c'est d'aller traduire de la data pour les métiers qui sont moins techniques. Mais peut-être que je me trompe, par exemple. Pour moi, le data scientist, son rôle, c'est de donner de la valeur à de la donnée qui est brute. Donc transformer de la donnée en insight. Okay. Je dis plein d'anglicismes. T'inquiète, on les a. Au pire. Mais transformer la donnée brute en insight. Ouais. Et donc de pouvoir créer à partir parfois de rien. Okay. Alors que le data analyst, il a déjà une base et il doit incorporer la logique business. Okay. Le business analyst, souvent, c'est du dashboarding. Donc de la visualisation. Le MLOps, ça va être la partie mise en production. C'est-à-dire, si un data scientist crée un modèle de machine learning qu'il peut utiliser à son échelle parce qu'il sait coder, comment on va créer parfois une application qui permet à tous les utilisateurs, je sais pas, d'une boîte de 500 personnes ou de 5000 personnes, 15 000 personnes qui ne savent pas utiliser la data, d'utiliser les résultats. Donc faire la partie inférence du modèle. La partie inférence, c'est en gros la fin de la chaîne du machine learning, une fois qu'on a fait le dev, la production. Et la partie finale de mon petit exposé, c'est data engineer. Data engineer, c'est la data pipeline. Je trouve ça super intéressant d'insister dessus parce que en ce moment, les postes de data qui ouvrent, c'est beaucoup de postes de data engineer. Parce que c'est dur de remplacer un data engineer par ChatGPT, par de l'intelligence artificielle. Un data engineer, il va venir réussir à transporter de la donnée au bon endroit. Donc, il y a plein de sources de données qui sont parfois éparses, qui sont parfois pas compatibles entre elles. Si on veut les amener sur le cloud, si on veut que notre utilisateur, notre data scientist même, il puisse coder sur son laptop, comment on va faire pour prendre ces données d'un point A et d'un point Z avec des règles de sécurité, avec tout un tas de frameworks différents. On dirait que c'est facile comme ça. Au début, je me disais, mais data engineer, c'est facile. Tu fais un script Python et tu transfères la donnée de là à là.
c'est super complexe comme métier et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce moment. Il y a des notions de cybersécurité du coup dedans? Oui, un peu, surtout quand tu utilises le network, les protocoles d'identification aussi. Faut aussi connaître, faut mettre les mains partout. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour recruter quelqu'un qui fait un bon taf niveau data, il doit avoir des bases de data engineering. Ok, dis-nous la vérité Laura. Le crash de AWS d'Amazon dernièrement, c'est toi? Dis-nous. Parce que c'était chiant, on pouvait plus utiliser Canva, on pouvait plus rien faire. Ouais, ça fait beaucoup parler, mais ça peut arriver. Généralement, la plupart, de toute façon, des entreprises ont des failover groups, ils ont des processus internes au cas où il y a un souci dans un des data centers, dans un des services là, DynamoDB, ils peuvent trouver des workarounds. Mais oui, c'était terrible. Un crash comme ça, l'entreprise, elle perd combien? Ça dépend de l'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'on parle des grosses boîtes en priorité, mais la plupart des grosses boîtes sont multi-cloud. Et justement, elles ont en place des équipes qui empêchent le crash total. Donc, ça c'est va pas plus les plus à impacter des risque. petites boîtes qui, elles, sont sur un seul service, serveur cloud. Exactement. C'est marrant, tu disais que oui, ça paraît simple de transporter la donnée, etc., le côté pipeline. Tu as juste à faire un Python. Et pour moi, ça paraît encore plus simple, parce que j'ai même pas cette granularité de tu as juste à faire un Python. En fait, pour moi, c'est logique que la donnée se transporte, tu vois. Ça fait tout seul. Genre, en fait, j'ai pas en tête toute la structure qu'il y a derrière, le travail, etc. Donc, t'es pas data engineer, mec. Bah ouais, c'est pour ça, je pense. C'est fou, ça. Et ok. Et comment tu t'es formé sur tout ça? Est-ce que c'est uniquement à l'école? Est-ce que tu as fait autre chose à côté de l'école, sans parler des stages, pour te former, toi, toute seule? Je pense qu'avoir un bon Git, c'est-à-dire faire des projets de A à Z avec des données publiques, des données Kaggle, c'est la base en data. Parce que Git, c'est le site GitHub là où exactement, tu peux créer des projets. Exactement. C'est la base parce que ça montre, c'est la vitrine d'une personne qui travaille en data. On voit les projets qu'elle a fait. C'est un portfolio, quoi. C'est une sorte de portfolio. Comme les photographes qui ont des sites trop beaux avec leurs meilleures photos. Un guide qui est un peu vide. Quand je vois les recrutements des personas data, j'en ai vu passer à l'Agence spatiale européenne, on se dit, c'est une prio d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur un projet similaire à ce qu'on recherche au jour d'aujourd'hui. Mais ça peut être Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ça peut être un faux projet que toi, tu décides de créer? Oui, bien sûr. Trouver un set de données publiques et le transformer, montrer comment on a pensé à toutes ces couches différentes de data. Et moi, j'avais travaillé avec les données de Kepler, un télescope, une mission spatiale. Oui, plutôt cool, toutes les données sont en ligne. Mission américaine de la NASA. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait? C'est-à-dire que tu es allé récupérer les données de Kepler et t'en as fait quoi? Et vas-y, fais la suite, toi. Je sais pas. Donc, on peut faire des modèles de prédiction après, avec ces données, justement, de savoir quelles sont les planètes identifiables. Donc, Kepler, c'était pour les exoplanètes. Et il y avait plein de notions sur la lumière, sur l'angle avec lequel le télescope avait capté que la lumière se réfractait ou pas. Et moi, ce que j'avais fait, c'était des classifications binaires, donc 0 ou 1. Est-ce que la planète pouvait avoir la vie? Donc on parlait des extraterrestres et voilà, c'est un peu bullshit au niveau scientifique derrière puisque personne va utiliser mes données et se dire il y a des extraterrestres. C'est qu'on a quelqu'un qui a découvert ça ici. Laura a découvert l'existence des extraterrestres, les amis. Vous allez voir, dans mon parcours à l'ESA, j'ai aussi travaillé un petit peu sur ces notions-là. Mais non, en fait, ce qui compte, c'est pas la véracité derrière de la logique business, c'est la logique data ici. Parce qu'il faut un peu dissocier les deux. Et la logique data, pouvoir faire un modèle de classification, pouvoir partir de zéro donnée et d'avoir des idées un peu créatives, c'est super important. Donc, avoir un bon guide, c'est la première couche. Et la deuxième, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant ma dernière année d'école, c'est de partir en event. Même parfois, au lieu d'aller en cours, il vaut mieux faire des events de la tech. Elle n'est pas en cours. Tout ce qu'il faut retenir, n'allez pas en cours. Ça dépend des profs, je dirais, parce qu'il y a des très bons profs en école, mais il faut savoir avoir le bon ratio sur ce qui a de la valeur ajoutée ou ce qui n'en a pas. Il ne faut pas sécher les cours parce qu'on fait trop de soirées. Mais si c'est pour aller sur des events...
Vous pouviez ne pas aller en cours à l'EDEC? Non, c'est quand même très bien traqué, mais on peut justifier à droite à gauche les absences. Ils sont ça flexibles va. quand même. Ils sont flexibles dans une certaine mesure. Ouais. Parce que moi, je pense, à l'époque, à l'EM, on disait on a un event, que ce soit pro ou pas, c'était mort. Hein. On avait le droit. Moi, je venais pas, donc... Oui, bah, c'est différent. Mais... Ok. Et en quoi vous codez? Que du Python, c'est autre chose? Ouais, essentiellement du Python. C'est bien de comprendre les langages qui sont un peu plus compliqués, comme le C, le C++. Mais Python, aujourd'hui, on le voit, c'est le langage qui est le plus adopté. Et quand on veut faire de la data science, Python, c'est top. Il y a R aussi. Et c'est ce que moi, je recommanderais si on commence de rien. S'il faut se lancer dans un langage, je dirais 100% Python. Ok. Et du coup, est-ce que tu es au même niveau de, je sais pas, d'expertise, de connaissance qu'un développeur, ou c'est vraiment des choses qui sont totalement différentes? Non, pas du tout, parce que développer une app, par exemple, avec un front, un back, pour moi, ça dépasse mes compétences. Même créer un fichier HTML bien complet avec tout ce qu'il faut pour être mis en production, c'est pas du tout quelque chose que je ferais. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut commencer à toucher ça du doigt si on comprend les concepts derrière. Par contre, j'utilise énormément Streamlit. Ça permet de créer des applications très rapidement en Python. Donc, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça top. Donc, en gros, tu vas coder en Python et lui, il traduit un petit peu pour que ça soit... Voilà, et tu as des boutons, tu as des listes déroulantes. Tu peux déployer une appli super sympa très rapidement. Ok, tu as déjà fait? Oui, en fait, Streamlit, c'est maintenant Snowflake. Donc, il y a toujours la version gratuite Streamlit Cloud, mais on fait du Streamlit dans Snowflake. Et c'est ce que je recommande pour avoir un front très rapidement et pouvoir même illustrer des projets. Au lieu de faire un guide, faire une application Streamlit avec ses différentes recherches et tout, ça peut être cool aussi. Mais justement, avec l'IA, est-ce que tu as réussi à augmenter ta capacité de code? Même il y a des choses que tu fais plus, que tu délègues, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que là, on n'est pas encore au moment de ma carrière où je suis solution engineer. Quand j'étais data scientist à l'Agence spatiale européenne, l'IA, ça m'aidait à débug énormément pour le code. Donc, c'est-à-dire que je passais plus super longtemps à regarder pourquoi là, ça marche pas. Je le mettais et je disais, vas-y, fais mes commentaires, parce que souvent, mon code, il était super sale, il n'était pas commenté et tout. Je disais à l'IA de faire mes commentaires, de débugger quand il y avait des bugs. Après, j'ai jamais été team faire l'algorithme de A à Z. Je pense que les algorithmes étaient moins performants aussi il y a 2 ans que maintenant. Donc maintenant, peut-être que je serais totalement séduite. Et aujourd'hui, j'utilise Cursor. C'est le meilleur pour le dev? Moi, c'est mon préféré. J'ai pas tout testé. Personnel. Cursor, on a une licence grâce au taf. Mais Cursor, très puissant. Est-ce que rétrospectivement, tu t'es dit à un moment donné, putain, j'aurais dû faire des études d'ingénieur en fait? Quand j'étais à l'Agence spatiale européenne, oui. Parce qu'on est entouré d'ingé. On voit aussi les portes que ça peut ouvrir. Si on veut rester dans l'Agence spatiale européenne, vraiment dans cet écosystème, je trouve que c'est important pour certains rôles, même de data scientist. Tu travailles sur des données qui viennent de la mission Gaïa. Qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau science? Et tout ça, je n'avais pas la connaissance. Donc, c'est pour ça que je me suis fermé les portes de ce type de métier. Qui ont un aspect très science, très découverte. On utilise des données d'archives pour en tirer de nouvelles conclusions. Mais c'est pas un gros regret. En fait, je suis contente de ma carrière aussi à l'heure actuelle. Donc là, je suis pas en train de me dire... T'as beaucoup de portes qui se sont fermées à cause de ça? Des choses que t'avais envie de faire et tu t'es dit... Des choses que j'avais envie de faire peut-être, mais j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc c'est pas très grave. Donc c'est pas très grave, ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est justement en école de commerce, qui est attiré par ces métiers où les portes ont été fermées, ou en tout cas tu t'es fermé les portes, et qui voudrait faire ce type de métier? Est-ce que ce serait de faire un double diplôme? Il y a d'autres choses qu'il peut faire pour s'en rapprocher? Du côté académique, en fait, c'est très important, si on prend un step back, de voir les différents piliers. Il y a la partie académique, il y a la partie projet et il y a la partie professionnelle. Donc, la partie académique, moi, je recommanderais toujours la formation. Donc, j'avais le double diplôme grande école, master in management, mais aussi le diplôme IA pour la partie académique. Et après, je suis allée à l'International Space University pour me former aussi niveau spatial. C'est une université d'été. Donc, je suis sûre que ce pilier... Quelles que soient mes aspirations futures, j'ai une bonne base. Ensuite, sur le pilier projet,
c'est très très important, comme on l'a dit, d'être dans l'action et pas que dans l'introspection. Et c'est là que, niveau data, on a trop de chance parce qu'il y a plein de données en ligne, il y a plein de choses à faire. Et le pilier projet, on peut vraiment le solidifier en fonction de sa motivation. On peut faire plein de projets qui sont stylés. Et ensuite, le côté professionnel, on a un peu moins la main dessus, parce que tout le monde va avoir des opportunités de fou, mais les places sont limitées. Mais ce côté professionnel, c'est assez intéressant, parce que je pense que si on est motivé, qu'on a la bonne stratégie, on peut avoir des postes qui sont normalement dédiés aux ingés, comme les ingés sont en train de prendre aussi beaucoup de place à des commerciaux, notamment en finance. Ouais, exact. Pour toi, tu as parlé de bonne stratégie. Bon, je suppose que tu n'as pas la bonne stratégie, mais est-ce que tu as des petits tips ou des choses qui pourraient faire justement cette différence et te permettre d'aller dans des endroits dans lesquels, normalement, potentiellement, c'est fermé Bon, je parlais des conférences un peu plus tôt, d'aller sur des events. Les event tech, il y a le Cloud Tour d'AWS, mais chaque gros cloud provider fait des gros event tech où il y a plein de boîtes qui viennent. Donc, c'est l'occasion de rencontrer plein de boîtes d'un coup. Côté spatial, il y a l'IAC, mais ça bouge dans le monde entier. C'est plus ou moins une semaine avec des papiers scientifiques, avec des astronautes, avec toute la communauté du spatial qui se rejoint. C'est quoi, IAC IAC, International Astronomical Congress. Ok. Et là, c'était à Sydney, donc pas facile forcément d'y aller. Mais on l'a eu il y a 2 ans, à Paris. Donc ça bouge bien. Les événements, c'est une chose. Après, la partie stratégie pure, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des mind maps. Donc, j'avais dit quelles sont mes entreprises de rêve. C'est ce que j'avais fait pour Amazon aussi. J'avais mis Amazon, j'avais mis Google, j'avais mis Meta. Et en fait, au sein de ces boîtes, quelles sont les personnes qu'on peut contacter? Donc, lister au moins 3 personnes par boîte et envoyer des messages sur LinkedIn, utiliser tous les trucs gratuits. Je crois que c'est 5 invitations LinkedIn par mois. Quel type de personnes tu contactais? Des RH, des gens en poste? Totalement aléatoire. Totalement aléatoire. En fait, je tapais le nom de la boîte et je prenais les premiers résultats et j'utilisais tous mes trucs. Et faire le follow-up sur une mind map, ça aide à visualiser. Mais je suis biaisée parce que j'avais vu des vidéos qui s'appelaient Odyssée pleine. Je ne sais pas si vous voyez un peu le concept. C'est un prof de Stanford qui a expliqué que ce qui compte, c'est la projection. C'est réussir à se projeter dans différents tafs. Et donc, il conseille de faire des Odyssées pleines. Donc, on prend une feuille et on mappe ce qu'on a envie de faire, si l'argent est la priorité, si l'argent n'est pas du tout important et si on suit notre trajectoire actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir là si on fait aucun effort et qu'on suit notre lancée? Et en fait, le but, c'est pas de prédire ce qu'on va être dans 5 ans, c'est juste le fait d'y penser. Donc, j'ai dit pas trop d'introspection, mais quand même, j'ai fait l'Odyssée pleine. Beaucoup de gens qui font pas ça. Moi, le premier. Il y a beaucoup de gens qui fuient aussi cette introspection-là. Et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'il y a tellement de pression des fois que... Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, à quel moment on va vers l'espace, vers le spatial? Parce que Amazon et après Agence spatiale européenne. J'ai beaucoup aimé le mindset dans la tech. Donc, on apprenait beaucoup et c'était top niveau data. Et je voulais retourner dans la tech. Donc, à l'origine, je voulais pas forcément découvrir un autre secteur, le spatial. Je me suis dit, la tech, ça me plaît, je vais postuler. Mais il faut savoir qu'il y a des vagues dans la tech. Il y a des vagues d'embauche et il y a des vagues de freeze, donc où il n'y a plus du tout de recrutement. Et moi, quand j'ai commencé à postuler pour mon premier vrai travail en sortant d'école, il y avait justement une période de freeze. Et ça, je l'ai su parce que j'ai fait des événements avec la tech et il y a plein de gens dans ce type d'événements qui m'ont dit « T'arriveras pas à trouver un poste, on ne recrute pas en ce moment, il y a un freeze un peu global ». Et je me suis dit, sur quelle industrie je vais me focaliser maintenant? Et je suis repartie d'une de mes passions, puisque quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup avoir mon petit télescope, regarder les étoiles, regarder la Lune, surtout parce qu'on est à Paris, donc on ne va pas se mentir, on ne voit pas le ciel profond. Mais j'étais membre à l'EDEC de la Société astronomique de France, la SAF. Et c'était une de mes passions après, du coup, la prépa. Parce que je vous ai dit, justement, j'avais plus de temps pour mes passions. Ah, et t'avais pu revenir dedans, Et j'avais pu revenir un peu dedans. Donc, j'avais pas énormément d'espoir. Mais j'ai commencé à me dire, il faut que mon LinkedIn, il reflète un peu mes passions. Donc, j'ai liké les pages que j'aimais sur LinkedIn, dont la page de l'Agence spatiale européenne, avec la page de la NASA, etc. Et en début d'année, vers janvier-février,
j'ai vu qu'ils recrutaient pour des graduates, donc des sorties, qui sortaient directement d'école. Ouais. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente l'expérience. Mais j'y croyais pas vraiment parce qu'ils avaient que 3 postes en data sur 96. Et ce programme de graduate, il est assez connu. Ils embauchent 96 personnes, 100 personnes plus ou moins. Ils ont une sorte de batch. Mais il y a entre 7000 et 9000 candidats. Ah oui. Et c'est assez difficile de se lancer alors que il y avait personne à l'EDEC qui parlait spatial. Ouais, il y avait pas forcément de formation. Le Career Center connaissait pas en fait le milieu. Donc c'était un peu un pas dans l'inconnu, mais ça s'est bien passé à la fin puisque j'ai fini à l'Agence spatiale européenne. Il y avait déjà eu le spoil. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ce côté-là spatial depuis que t'es petite? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la notion d'infini, puisque c'est un secteur où on va toujours apprendre de nouvelles choses, on va toujours se dire waouh, ça je connaissais pas du tout sur cette mission qui nous emmène sur Mars, il y a telle probabilité de faire pousser des salades. Enfin, c'est des trucs qui paraissent bêtes, mais je trouve ça assez dingue. Et le côté inspirant pour le deuxième pilier. C'est-à-dire que pour moi, ça pousse vraiment l'humanité vers le mieux, de faire de la recherche, d'essayer d'aller dans l'espace, d'essayer de dépasser les limites qu'on a, puisque à l'heure actuelle, on connaît assez bien la Terre, d'ailleurs grâce à des satellites qui sont dans l'espace, mais il n'y a pas de nouvelles frontières à part l'espace. L'espace, c'est peut-être les fonds marins, les abysses et tout, parce que ça, c'est assez obscur. Mais l'espace, ça reste la dernière frontière et ce qui, pour moi, pourrait nous pousser à comprendre l'univers, à comprendre pourquoi on est là. Donc, il n'y a que ça qui est aussi excitant comme milieu, je trouve. C'est l'expression maximale de la curiosité, au sens propre du terme. Exactement. Ouais. Toi, t'aimes bien aussi l'espace, le côté spatial. Ouais, j'adore. Bah, moi, c'est les mêmes raisons ou... Moi, c'est pour ce côté un petit peu inconnu, défi. Pareil, curiosité. En fait, ça me frustre énormément qu'il y ait tout un monde au-dessus de moi et je sais pas ce qu'il y a, tu vois. Et moi, j'ai besoin de savoir. Renseigne-toi. Non, compliqué. On n'en sait rien. Et donc, même que ce soit l'exploration, dans ma personnalité, j'ai ce truc de toujours vouloir aller plus loin. Toujours ce truc de challenge et tout. Et qu'est-ce que c'est que le challenge, sinon ce qu'il y a au-dessus, tu vois? Est-ce que, je pose la question à tous les deux, est-ce que, au-delà de toutes les... sans prendre en considération l'aspect études et ce que ça engendre en termes de charge, de préparation et tout, est-ce que vous auriez pu faire astronaute? Est-ce que vous auriez aimé aller dans l'espace et être au cœur même de la recherche et du coup éprouver le truc de curiosité? Je vais se répondre d'abord. Moi, je pense que si on me dit demain tu deviens astronaute, je dirais oui. Parce que j'ai envie de découvrir l'ISS, j'ai envie de découvrir la sensation aussi d'apesanteur. La vie d'un astronaute, l'entraînement, les sélections derrière et aussi tout le commitment, l'implication qu'ils doivent avoir, ça me fait pas rêver. En fait, ce qui me fait rêver, c'est d'être dans l'espace, mais c'est pas d'avoir la vie d'un astronaute. Clairement, c'était un peu ma question justement. Pareil. Mais moi, quand je réfléchissais à ce que je voulais faire dans le pipe, il y avait astrophysicien. Ok. Et j'avais ça parce que dès le lycée, je m'endormais avec des vidéos de y-penser. J'allais dire, tu m'as fait bouffer du y-penser. Ouais, c'est ça. Donc je m'endormais là-dessus avec des vidéos sur les trous noirs, bref. Je commence à sortir des termes. Je pourrais parler de ça pendant des années. Mais le problème, c'était par rapport au lifestyle. Je me disais, on n'a qu'une vie et j'ai quand même envie de kiffer la vie. Et j'ai pas un kiff assez puissant là-dessus pour pouvoir y dédier vraiment toute ma vie, je pense. Mais par contre, c'est vrai que c'est dans ma tête un jour quand j'ai débilement trop d'argent, je prends quelqu'un qui est un astrophysicien qui m'apprend tout et j'aimerais bien essayer de résoudre des équations, les trucs comme ça. J'ai cru que tu allais dire quand j'ai plein d'argent, je paye un vol pour aller dans l'espace. Le côté astronaute, par rapport à ce que tu as dit, tout, je sais ce que ça coûte d'être un astronaute. Au-delà de l'astronaute, il y a eu des vols qui ont été faits pour des personnes Virgin Galactic. Ouais, je sais pas le nom, mais... Oui. Ça va être à la mode, le tourisme spatial. Ouais. Après, c'est pas forcément, moi, quelque chose que j'aimerais faire, pour le coup. Tu trouves pas ça bien? C'est pas positif pour toi? Pour moi, ça apporte rien à tout l'aspect que j'aime bien, donc science, recherche et ça me parle pas forcément. C'est une expérience, quoi. Oui, de voir la Terre, etc. Je juge pas les gens qui rêvent de faire ça et de dépenser des centaines de milliers d'euros.
Non, moi, ça me fait pas rêver. Hmm. Parce que justement, c'est juste gratter la surface et d'essayer de... Mais penser. tu penses quoi tu répondrais quoi aux gens qui disent que aller dans l'espace, ça sert à rien, qu'il y a déjà assez de problèmes sur Terre comme ça pour essayer, qu'est-ce que vous allez faire là? Enfin, c'est juste un délire de mégalo, quoi. Que ce délire de mégalo, c'est ce qui permet de nous rendre meilleurs, parce que c'est pas en faisant des trucs très terre à terre, en ayant des pâtes Panzani qui sont ready à l'usine, c'est pas en faisant ça qu'on va vraiment réussir à développer de nouvelles technologies, c'est pas en restant terre à terre qu'on va réussir à inspirer les futures générations, et même au niveau de la physique, je pense que tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi il y a ces lois physiques sur l'univers, et pourquoi tout a évolué comme ça pour ce moment précis, pour qu'aujourd'hui, je me retrouve en train de faire un média avec vous. Quelle planète se soit alignée. Ouais, exactement. Quelles sont les stats? Et tout ça, pour moi, c'est des réponses qu'on peut trouver que dans l'espace. Au niveau du quantique aussi, c'est assez fort ce qui se passe. Le CERN, c'est un de mes lieux de travail de rêve. J'y suis allée plusieurs fois. C'est quoi le CERN? Mais le CERN, donc, en Suisse, c'est un espace mondial de recherche sur le nucléaire, mais aussi sur plein d'applications. C'est eux qui ont découvert le boson de Higgs, par exemple. C'est là qu'il y a tous les accélérateurs de particules. Ouais, les accélérateurs de particules. Ça va, Camille? Très connus. Je suis toujours là. Je t'embête. Vas-y. Ouais, CERN, ça fait clairement rêver Et aussi. tu voudrais y faire de la recherche, toi, là-bas? T'aimerais bien bifurquer vers la recherche? Je pense que être dans la recherche pure, ça me correspondrait pas à 100% non plus. Parce que j'aime bien l'aspect travail d'équipe, j'aime bien l'aspect aussi avoir l'impression d'aider les gens, d'accompagner les gens sur des projets. Okay. C'est ce que j'ai bien aimé dans mon poste actuel et que j'avais pas aussi en data science. Donc je sais pas, trouver quelque chose un peu entre les deux. Par exemple, faire de la recherche, mais aussi faire de l'enseignement, ça pourrait plus me correspondre. Ok. Est-ce que en ayant mis un pied, que ce soit dans la tech, mais même peut-être plus dans le spatial, ça t'a fait découvrir des métiers dont tu n'avais pas idée de l'existence et qui pourraient t'intéresser? Ouais, clairement. En fait, quand on parle spatial, on pense aux ingénieurs aérospatials, mais il y a plein de gens qui font du spatial. Il y a des gens qui prédisent la météo, par exemple. Ça, je trouve ça super cool. Il y a des gens qui ont vraiment cet esprit manuel et qui vont être soudeurs pour des fusées. Et non seulement ils vont très bien gagner leur vie, mais je trouve ça super cool d'être là sur ton launchpad, d'avoir quelque chose, une réalisation où tu te dis j'ai travaillé, je suis allée sur le top de cette fusée, de cette rampe de lancement. Ça, c'est top parce qu'on ne pense pas à ces métiers directement quand on pense au spatial. Il y a aussi toute la partie business, commercialisation qui se développe en ce moment pour les gens d'école de commerce. Et il y a la partie astronomie que moi j'aime beaucoup, où justement on fait un peu plus la contemplation de l'univers. La partie introspection, elle peut être liée pour moi à ça, à l'astronomie, parce que quand on regarde les étoiles, quand on pense aux autres planètes, dans notre métier, donc dans notre vie quotidienne, on se pose toujours des questions de où on est minuscule, pourquoi telle étoile, il n'y a pas la vie, alors qu'il y a plein de conditions qui auraient pu faire évoluer en ce sens ou pas. Ça, je trouve ça top dans les métiers plutôt d'astronomie. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de Kepler et des petites datas que tu as récoltées. Tu parlais d'exoplanètes, tu parlais desquelles? Je ne sais même pas si on peut les qualifier d'exoplanètes. Si, les lunes de Saturne, je crois. Tu parles d'Europe, des lunes de Jupiter, le système Jupiter, Jovien. Peut-être, ouais. Où il y aurait potentiellement la vie, en gros, là-dessus. Ouais, il y a la mission JUICE qui a été lancée pour étudier ces cas de figure. Et c'est Europe qui doit être le top, le trending topic. Mais je ne sais pas si on va avoir la vie au sens où on l'entend. Non. Déjà, si on trouve des microbes ou des preuves infimes qu'il y a eu de la vie, ce serait super fort. Mais ce serait aussi un peu frustrant qu'il n'y ait pas des extraterrestres tout verts, des reptiliens. Apparemment, on en a trouvé là sur Mars. Potentiellement. Tu parles de quel Des bactéries. Ouais, je veux dire, c'est des bactéries, c'est pas des reptiliens, quoi. Non, pas des reptiliens. Je croyais que tu parlais de reptiliens, je me dis oula. Alors, bref, on va venir à ça après. Pas sur les reptiliens, mais sur les aliens. Tu veux dire que Macron est un reptilien, c'est ça? Non, Brigitte. Pardon. Ça part en couille. Non, sur Mars, ils ont trouvé, il me semble, des bactéries. Enfin, en tout cas, un truc comme ça aussi. Ouais. Ce qu'ils ont
c'est la première fois où il y a une preuve concrète de quelque chose qui pourrait vraiment être ça, mais en tout cas, ils n'ont pas trouvé d'explication autre que ça pour l'instant, de ce que c'est. Ça pourrait, mais voilà. Ok, très intéressé de lire les Je articles. te montrerai. Parce qu'en fait, c'est toi qui me l'avais envoyé, je viens de Oui. réagir. Je dis, pourquoi moi j'aurais lu ça? C'est toi qui me l'as Tu envoyé. crois aux extraterrestres, toi? Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non, j'ai pas de... Je ne crois pas. Quoi? Non, c'est l'opposé de... Tu vois, si je croyais pas... Waouh, c'est compliqué. On va la refaire. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'opposition absolue à ça. Mhm. Donc, comme la porte est ouverte, je peux y croire. Mhm. Je suis pas en mode j'y crois à fond, je sais qu'ils existent, mais why not? Si on me prouve qu'ils existent, tu vois, je vais pas être déçu ou quoi. Ouais. C'est plus ça. Ok. Une ouverture par rapport Donc à ça. ça te fait ni chaud ni froid quand je t'envoie tous les trucs aux États-Unis qui Ouais, se passent c'est avec plus ça. les- Moi, je suis pas trop fasciné par les trucs d'ovnis et tout. Je sais pas si toi, quand tu vois des vidéos sur les ovnis, t'es alerte directement et Je intéressé. sais pas. C'est une bonne question parce que là, ça me permet de rebondir sur un des projets que j'avais eu à l'ESA, utiliser le machine learning Ouais. pour voir des images du ciel et catégoriser, parce que plein de fois, on se dit c'est un ovni, Ouais. alors que c'est un ballon, alors que c'est quelque chose qui est pas du tout lié à l'extraterrestre. Ouais. Mais moi, à ce niveau-là, je préfère me dire il y a des extraterrestres plutôt qu'il n'y en ait pas, puisqu'il n'y a pas Ouais. de preuve qu'il y en ait pas. Ouais. Donc je peux croire un peu ce que je veux et ça, Ouais, c'est clairement. Pas cool. team paradoxe de Fermi, donc il n'y en a pas. Non. Tu vois, c'est quoi le paradoxe de Fermi? Non, je crois pas. En gros, alors je vais super mal l'expliquer, mais en gros, l'idée c'est que s'il y a... C'est comme pour Dieu, le truc pour Dieu. C'est pas, non, je crois pas. Bah, Si Ok. tu veux, explique-le, tu seras mieux que moi. En gros, c'est s'il y a une infinité d'étoiles Ouais. et que même si c'est très dur d'avoir la vie, Mhm. comme il y en a énormément, ça a dû se produire Ok. dans une autre planète. Ouais. Et donc, pourquoi ils ne nous ont pas trouvé, les extraterrestres, s'il y a eu l'infini, en gros, d'étoiles et donc de création, de probabilités qu'ils arrivent? En fait, il veut dire que toutes les probabilités tendent pour qu'ils nous aient trouvés à un moment Ok. ou à un autre. Et donc, pourquoi ils nous ont pas trouvés? Pourquoi on est tout seul? C'est ça. Donc, Je sais pas si j'ai bien expliqué. Non, mais en gros, Il y a vu qu'il y a une infinité d'étoiles, etc., ça veut dire qu'ils auraient dû nous trouver. Donc, comme ils nous ont pas trouvés, ils n'existent pas. En fait, c'est la question qui te pose, c'est pourquoi déjà ils nous auraient pas, pourquoi il y aurait pas d'extraterrestres? Ouais. Donc tu peux répondre à ça en disant oui, il y a eu l'infinité de possibilités, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est facile à trouver déjà dans l'univers, parce qu'on n'est pas forcément à un endroit de la Voie lactée déjà qui a beaucoup de visibilité. Tu peux répondre à ça de plein de façons différentes. C'est un peu la même question quand on dit oui. S'il y a l'infinité d'étoiles, pourquoi le ciel nocturne, on voit pas tout illuminé, quoi. Ok. Pourquoi il y a des espaces vides entre? S'il y a l'infini d'étoiles, en fait, ça devrait remplir l'infini de ce qu'on voit. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est aussi lié à la distance. Ouais, Donc ouais. c'est lié à plein de sujets comme ça. Ok. Mais moi, tout bêtement, je me C'est dirais que si eux, ils pouvaient nous trouver, pourquoi on ne pourrait pas les trouver? Ça se trouve, ils sont au même niveau de nullité. Technologique, ouais. Bah, c'est technologique ça, que nous. c'est ça dans le paradoxe de Fermi, qui se disent aussi que techniquement, il devrait y avoir déjà eu des civilisations qui ont été plus avancées que nous et donc qui devraient pouvoir nous trouver. Donc soit c'est impossible d'aller jusqu'à nous, et donc c'est impossible physiquement Ouais, tu vois. distance, etc. Voilà, Ouais. soit après il y a plusieurs théories quoi. Il y a la théorie que Et on chaque pourrait être les plus avancés. ou que chaque Ça a pas l'air espèce d'y croire. chaque espèce vivante qui atteint un certain niveau, elle atteint un niveau où elle s'autodétruit. Et donc Ouais, elle n'a pas le ça, j'ai temps déjà de... entendu ça, tu ouais. vois, voilà. Bah, nous, ça Ouais. sera l'IA qui va nous manger, mais ça, c'est un autre sujet qu'on gardera pour un autre podcast. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur le paradoxe de Fermi, comme ça vous aurez tous les tenants et aboutissants. Et si vous voulez aussi une source cool d'infos sur le sujet, il y a eu Oumuamua, je pense que tu dois Oui, connaître. oui. qu'on a dans la communauté, on a eu des gros débats sur est-ce que c'est extraterrestre, est-ce que c'est pas du tout extraterrestre. En fait, ça s'est déformé. Il y a une déviation par rapport à l'itinéraire prévu parce qu'il y avait de la glace qui a fondu. Et enfin, voilà, ça c'est un gros débat. Ouais, c'est un astéroïde qui a une trajectoire bizarre. C'est ça Ouais, et une forme bizarre, super Ok. allongée. Mais après, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'observer aussi. C'est Avileup, je pense, la référence là-dessus, qui est sûr que c'est extraterrestre.
Donc, c'est assez intéressant parce que c'était Ouais, c'est un le professeur. président Ouais. à Harvard de Ouais. la chaire astronomie. Oui. Donc, il s'y connaît. Et lui, il était sûr que c'était un extraterrestre. Ça fait vraiment parler. Ce qui est marrant dans les trucs comme ça, je trouve, c'est que t'as toujours, enfin non, t'as pas toujours, mais quand ça commence à être plus sérieux, t'as quelqu'un qui est très calé et qui a une grosse autorité qui va te dire oui, moi j'y crois, c'est vrai, c'est extraterrestre ou quoi. Et t'as évidemment d'autres gens qui vont dire que non, c'est pas le cas. Et en fait, on dirait que c'est plus une question d'opinion du coup que de science. Et moi, c'est là où ça me perd un peu. Il y a de ça aussi, je pense. Tu Je vois, pense que c'est sur une cette question question-là, de croyance aussi. il y a une question. Moi, je peux pas nier que je suis nécessairement biaisé par Mm. ma volonté que ça existe. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis honnête là-dessus. Mais il y a des gros sujets aux États-Unis par rapport à ça. Parce que ça peut paraître un peu. Anecdotique. Ouais, et tout. Mais aux États-Unis, au Congrès, actuellement, il y a pas mal d'anciens. On en avait parlé déjà, Camille. Ouais, d'anciens militaires dans l'aviation notamment qui disent avoir déjà vu des objets volants extraterrestres, etc., avec des preuves à l'appui. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné sous serment que les États-Unis seraient en possession de matériel non humain. Ouais. Syndrome post-traumatique, ils sont traumatisés. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a un sujet méga politique derrière, parce qu'il y a eu différents discours et ils te disent que ils ont juré serment au Congrès et je crois, c'est quoi l'organisme de défense aux États-Unis encore? Le Pentagone, je crois. Non, c'est pas un organisme. Enfin, de défense, pas le hein. FBI, enfin bref. La CIA. C'est la CIA, oui. Peut-être, Oui. ouais, ok. Et t'as le Pentagone qui a déclassifié des éléments, et à l'origine c'était par rapport à les événements de Roswell, je sais pas quoi, où il y aurait eu possiblement un crash d'un d'OVNI. truc, d'OVNI, et qu'ils auraient récupéré, etc. Et il y a eu plusieurs événements qui ont vraiment défrayé la chronique, genre un coup, ok, ces extraterrestres machin, un coup, non, mais en fait, il y avait rien, un coup, en fait, s'il y avait, mais on a caché les informations, un autre coup, C'est c'est le parce problème, que je trouve. on faisait ça c'était des essais militaires, blablabla. Mm. C'est compliqué, donc il y a des trucs de vraiment, ok, au-delà de, ah waouh, extraterrestres, qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on a caché ou pas à la population, comment on les a manipulés, même Ouais. potentiellement des hauts gradés, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ferme un peu la parenthèse et on revient Ouais, à ton faisons parcours ça. peut-être. Et sinon, on peut partir sur un média un peu complotiste maintenant en next-step, parler des Ça, extraterrestres, des reptiliens. J'adorerais. Ça sera un épisode 2. On fait ça. On lance un Épisode 2 média. très spécifique sur toutes ces théories. Mais ouais, du coup, on parle de spatial depuis tout à l'heure, mais on ne sait pas comment tu as atterri exactement dans l'agence spatiale européenne. Et aussi, du coup, tu as fait l'université du spatial ou quelque chose comme ça. International Space University. Ouais, ouais, c'était avant l'agence européenne, ça? Non, c'était plutôt quand j'ai quitté l'agence spatiale Ok. européenne. Ah oui, d'accord. Mais j'avais été sélectionnée avant. Et, Ok. et c'est une université d'été, donc c'est que 2 Ouais. mois. Ok, bah déjà, du coup, comment tu as fait la transition et t'es arrivé vraiment à l'agence et tu nous as dit que t'étais tombé un peu par hasard sur l'offre. 7000, 9000 candidatures, ils en prennent que 96. J'ai cru que tu allais dire 7000, 9000 euros. Pardon. What? Je te le souhaite, hein, mais je pense pas. Comment, toi, tu as fait la différence du coup? Comment s'est passé le processus d'entretien et qu'est-ce qui a fait la différence pour que toi, tu sois prise dans les, je sais pas, 0,01% de ceux qui sont pris? Le premier step, c'est déjà de passer les screenings parce que Ouais. il Ah faut ouais. savoir que ils n'ont pas forcément d'IA, en tout cas pour l'instant. Donc, ils passent énormément de temps à lire les CV. Bonne chose, Et du coup. il y a plein de questionnaires en ligne. Ok. Et sur les questionnaires, ils posent des questions de motivation, ils posent des questions sur les projets précédents. Quand les candidatures ferment, ensuite, il y a quelques semaines où ils lisent tout et ils font leur tambouille interne. Et ensuite, ils appellent juste 3-4 candidats. Mhm. Donc, l'essentiel de la sélection, on n'a pas tellement la main dessus. Il faut juste s'assurer que sur la partie donc, motivation, écrire tout ce qui est possible et inimaginable et lier ces projets passés à ce qu'on a compris de l'offre. Donc, en Ok. fait, tout de suite partir en reprenant l'offre et en se disant comment je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée parce que j'ai déjà fait des choses similaires. Même si on est sur un poste de sortie un peu d'école, ils attendent qu'on ait déjà, sur ce niveau d'exigence, qu'on ait déjà
des projets très similaires à ce qu'ils ont envie d'implémenter. Et donc ça, je ne l'ai pas forcément compris toute seule parce que je suis allée sur LinkedIn, j'ai parlé à plein de gens qui étaient à l'Agence spatiale européenne et je leur ai demandé qu'est-ce qui avait fait la différence et ils m'ont dit vraiment, essaye pas d'aller plus loin que l'offre, colle vraiment, je dis tout le temps vraiment là, mais colle à l'offre et tu dois réussir à mettre en exergue tous tes projets précédents. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est passé. Et ensuite, pour les entretiens, il y a 2 rounds, plus ou moins. Il y a un truc de vidéo qui est assez facile parce qu'on ne peut pas trop s'entraîner. Ils posent 3 questions qui sont record. Et ensuite, il y a un panel donc, où il y a 2 RH, le futur manager et le directeur parfois de la session. Mais je pense que ça dépend des équipes aussi, qui posent toutes leurs questions en même temps et qui voient non seulement par rapport à l'aspect data, compréhension du poste, expérience passée, mais c'est pas du tout la star méthode qu'ils attendent dans la tech. C'est vraiment, ils essayent de comprendre de A à Z notre parcours, si on connaît l'Agence spatiale européenne, si on connaît les grandes missions, si on voit le fonctionnement aussi de l'Agence spatiale européenne, ça aide beaucoup. Je vais dire l'ESA, hein. Quand je dis l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Mais l'étape de l'entretien, elle est pas très facile, puisque je trouve qu'il n'y a pas trop de contenu en ligne. Les écoles de commerce nous donnent pas les codes. Nous donnent pas forcément les codes. Et il faut prendre du temps le soir, lire, se documenter, passer du temps sur les réseaux sociaux de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, voir les missions, voir ce qui est d'actualité. Donc, c'est différents streams qu'on va mettre en parallèle et ce sera une préparation plutôt complète. Donc, la partie à la fois actualité, fonctionnement de l'agence, mettre en exergue ses propres expériences. Voilà. J'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà, le premier, du coup, tu le dis toi-même, c'est pas facile de trouver l'information pour se préparer, que ce soit sur l'actualité, sur tout ce milieu. Comment toi, tu as fait? Où est-ce que tu trouves l'information, du coup? Est-ce que c'est juste YouTube, recherche Google? Est-ce qu'il y a des ressources et des sites à connaître spécifiquement? Moi, je pense que quand il n'y a pas l'information en ligne, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'elle n'est pas accessible. Et quand elle n'est pas accessible, ça donne un avantage concurrentiel. Donc c'est pour ça que je recommande 100% LinkedIn, envoyer des messages sur LinkedIn aux gens. Moi, je réponds toujours quand il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils par rapport à ma carrière parce que j'ai été aidée aussi. Donc, sur 10 messages, il y en a forcément 2 où ils auront pitié de nous et on aura des réponses. Et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Quand je me pose des questions, je demande à des gens aléatoires sur LinkedIn. Ok. Et pour la partie plus culture, on va dire, pour se préparer vraiment à l'entretien, toutes les questions de connaissances purement liées au spatial, comment ça, tu t'es formé? J'avais de la chance parce que j'étais déjà membre de la SAF, la Société astronomique de France. Est-ce que c'est de la chance? Donc j'avais des gros enjeux. Non, en fait, c'est pas vraiment de la chance, mais c'est parce que tu as fait... Je fréquentais déjà des groupes qui aimaient bien le spatial, même si parfois j'allais à des conférences que je comprenais pas sur de la physique poussée. Je pouvais interagir avec des gens du milieu. Et Internet, les livres, je lis beaucoup, je lis énormément. Je crois que le premier livre sur le spatial que j'ai lu, c'était Georges et les secrets de l'univers. Je ne sais pas si vous voyez, le livre pour enfants. Il y a Stephen Hawking qui a un peu écrit dedans. Tu vois, c'est qui? Et t'as voulu double check pour être sûr. Lire beaucoup et montrer qu'on est curieux, qu'on connaît le domaine, c'est ça qui fait la différence parce qu'il y a des ingés qui passent par ISA et Super-Héros qui ont la vision 360 sur toute l'industrie et sur tout ce qui est attendu et on est en concurrence contre eux. Ce que j'ai appris après être à l'Agence spatiale européenne, c'est qu'il y a un principe qui n'est pas du tout intuitif pour moi, mais qui s'appelle les geo-returns. C'est que dans les agences comme ça, ils ont des objectifs par nationalité. C'est-à-dire, ils doivent recruter 30% de Français, 30% d'Allemands, seulement 20% d'Italiens. Et ça change d'année en année. Parce qu'il y a des gens qui partent, parce qu'il y a des nouveaux postes qui ouvrent. Et aussi, parfois, il y a un État membre, donc un pays, qui commence à investir plus dans le spatial. Et ça passe par l'Agence spatiale européenne. Et donc, ils vont pouvoir recruter plus de personnes qui viennent de Pologne, par exemple, parce que la Pologne a commencé à investir plus. Et ça fausse les cartes, puisqu'il faut aussi la bonne nationalité quand on passe les entretiens. T'aurais pu faire... T'as la nationalité brésilienne? Oui. T'aurais pu la faire valoir Non, pas du tout. Non, parce que justement, c'est européen. Ils recrutent que les pays... Il y a d'autres organismes que l'Agence spatiale européenne qui sont aussi intéressants, autres que la NASA aussi, je suppose.
La NASA, pour beaucoup de postes, il faut la nationalité américaine, d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, à part si on est contractant ou ça dépend en fait si c'est lié au militaire ou pas aussi. Ok. Parce que la NASA, ils ont le volet militaire, mais l'ESA, il n'y a pas du tout cette partie-là qui est très défense. Et il y a des objectifs de GeoReturn à l'ONU, à l'OCDE, toutes les organisations internationales. Mais sinon, dans le spatial, il y a tout le secteur privé qui est super intéressant. Et ce secteur privé, ça va être toutes les boîtes. Je pense à Axiom, je pense à Ariane Espace. En France, on a la possibilité de postuler dans des superbes groupes genre Thales, Airbus, Safran. Et tout ça, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de partir à l'étranger. On a un vivier ici. On est excellent sur les sujets, sur tout ce qui touche au spatial. On a le port à Kourou. D'ailleurs, il y a énormément de postes en Guyane française qui sont liés au spatial. Comment ça Donc, se fait? c'est Parce super qu'il y a bien. une Parce que base, c'est là-bas. En Guyane, il y a Ouais, une, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Moi, j'y Oh. suis allée une fois et c'est vrai qu'il faut réussir à vivre sur place. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Il fait super humide. C'est Amérique latine. Température. Ouais, Ouais. c'est tout au nord vers l'équateur. C'est pas forcément facile d'y vivre tous les jours en Guyane, Beaucoup de bêtes. pour moi. Ouais, beaucoup de bêtes, beaucoup de moustiques. Enfin, un autre mode de vie, mais des jobs passionnants. Et des bonnes conditions aussi d'emploi. Donc des bons salaires. Ils ont aussi des sortes de chèques vacances où ils peuvent partir en Martinique payés par le travail, tout Sympa. compris. Ouais. Il y a vraiment des choses à creuser à ce niveau-là, parce qu'ils ne recherchent pas que des ingénieurs, ils recherchent aussi des autres profils. Ça, c'est pour les bases à Kourou. Et sinon, il y a l'industrie publique internationale. Dans chaque pays, il y a une agence spatiale. Donc, en France, on a le CNES, il y a la JAXA au Japon, il y a, dans chaque pays presque, au Rwanda, ils ont leur nouvelle agence spatiale. Voilà, vous pouvez postuler n'importe où. Hein. Et c'est plutôt cool parce que les agences nationales, généralement, il y a des internationaux aussi. Ok. Donc le CNES, il peut embaucher des gens qui ne sont pas français. Et il y a des gens français qui travaillent à la JAXA, par exemple, alors que le Japon, généralement, c'est assez fermé et c'est assez dur de trouver un taf. Ok. T'as fait combien de temps en CDI à l'agence spatiale? J'ai fait 2 ans dans le Graduate Programme. Donc, c'est un type de contrat aussi qui est assez différent des contrats classiques. Il y a plein de types de contrats dans une OI. Je pense au CERN, parce que je vous en ai parlé tout au début. C'est un micmac. Il y a vraiment plein de choses à savoir. Et je suis partie au mois de mars dernier pour commencer chez Snowflake. Et en fait, entre les deux, j'ai pris 2 mois de sans solde pour partir à l'International Space University. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, je sais pas, d'un projet sur lequel tu as travaillé, si tu peux d'ailleurs, à l'agence spatiale, pour qu'on se donne une petite idée de concrètement ce que tu as fait, quoi. Ouais, c'est quoi ton métier là-bas et tout? Ouais, bien sûr. L'agence spatiale européenne, il ne faut pas le voir comme une entité. Il faut le voir comme plein d'entités différentes, une dizaine. Il y en a qui sont très, très lancement. Ça s'appelle le launch. Il y a STS, et donc ils font la partie launcher. Il y a la partie science, qui s'appelle SCI. Il y a la partie qui est dédiée à la navigation. Il y a la partie qui est dédiée à l'observation terrestre. Enfin voilà, il faut le voir comme différentes entités. Et il n'y a pas une grosse plateforme data qui regroupe les données de toutes ces entités. Mais comme je travaillais à Paris, j'avais quand même une bonne vue 360 de ce qui se passait au niveau spatial. Et j'ai pu, sur la partie observation terrestre, par exemple, ou sur la partie Human and Robotic Exploration, donc HRE, mettre en place des modèles de forecasting pour savoir quand est-ce qu'une mission allait se terminer. On ne pense pas souvent à ça, mais il y a énormément de retard dans le spatial. C'est-à-dire que Ariane 6, on l'a annoncé il y a très longtemps, et c'est sorti dernièrement. Et donc, ces retards engendrent tout un tas de problèmes qui sont liés à la structure interne de l'Agence spatiale européenne, mais c'est bien de les prévoir. Et donc, pour les prévoir, comme il y a des bases de données qui sont, comme je vous ai dit, inhérentes à ces différents pôles, comment on va pouvoir utiliser les données pour prévoir au maximum ce qui va se passer niveau retard. Ok. Donc toi, tu t'es alerté sur les retards, comment on peut anticiper, combien de temps potentiellement. Alors, tu vas prendre toute la data que tu peux des différents pôles. Donc ça veut dire il y a des gens qui travaillent sur la préparation d'Ariane 6, par exemple. Toi, tu vas essayer de récupérer des données que eux ne te transmettent même pas traitées. C'est des données brutes qui ont, quand tu les regardes comme ça, pas de rapport direct, j'imagine. Et toi, tu les traites pour pouvoir les faire parler.
Alors, en fait, Ariane 6, c'est décomposé en plein de sous-missions. C'est les WBS. Et donc, on ne peut pas voir le projet en mode je vais donner la date de fin d'Ariane 6. Ça, c'est la version super simplifiée. Mais oui, je vais voir les différents directorats. Surtout les directorats qui ont énormément d'argent. Donc, je pense à Observation terrestre, STS pour les lancements et HRE, donc Human and Robotic Exploration, c'est les missions plutôt low orbit. Et avec leurs données, une de mes tâches, c'était de me dire, là, si je prends cette sous-partie de Ariane 6, si je prends le même exemple, un booster, quand est-ce que je vais pouvoir me dire que la mission est terminée? Voilà, ça c'est pour simplifier énormément parce que j'ai une énorme phase au début où je devais juste comprendre l'industrie, je devais juste comprendre quelles sont les données et comment les projets au sein d'une agence spatiale sont décomposés. Parce que vous imaginez bien que c'est pas un projet genre Ariane 6 et après il y a toutes les données d'Ariane 6, c'est plein d'équipes qui travaillent sur différents points d'une fusée. C'est pas du tout unifié. Ok. Et d'ailleurs, pour être prise, je reviens sur un élément, tu étais hyper calé sur tous ces... Enfin, pas sur le fonctionnement de l'agence forcément, mais sur le spatial, où tu avais un niveau moyen, on va dire. J'avais un niveau assez moyen, mais j'ai énormément travaillé. Une fois arrivé. Ça a pu compenser, je pense. Ok. Ouais, j'ai énormément travaillé les entretiens, déjà. Et une fois arrivé, c'est sûr que... j'ai saisi toutes les opportunités que j'avais pour en savoir le plus possible. Mais le travail de préparation aux entretiens, moi, j'ai jamais laissé ça au hasard. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à chaque fois à les préparer et à avoir une bonne stratégie avant d'attaquer un entretien. Savoir ce qu'on ne sait pas. Je savais que sur le spatial, je savais pas du tout comment se situait le secteur. Est-ce que ça allait être des entretiens type Amazon ou type ce que j'avais eu dans le luxe avant. Donc déjà, mapper ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Mind map, pareil. Mais tu fais pas trop d'introspection, quoi. Elle se prépare, mais elle se prépare pas trop. En fait, c'est des actions. Pour moi, l'introspection, c'est plus la partie vraiment, on pense, on réfléchit, alors que la partie mind map, c'est déjà être dans l'action. Puisqu'on va venir dessiner des trucs, contacter des gens sur LinkedIn, faire des événements. Ça dépasse juste la sphère introspective. Ouais, tu l'as fait directement. Tu l'as fait en même temps, en quelque sorte. Ouais, en même temps. Ça te pousse à te poser les bonnes questions, en fait. C'est un peu ça l'idée que je mets derrière. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, un peu comme Boris, j'avais pensé à l'astrophysique. À un moment, je m'étais dit, waouh, ça a l'air d'être super intéressant, mais c'était vraiment un revirement 360, là, tu vois, au niveau ce qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses à appréhender dans ça. Ah ouais. J'ai une question peut-être bête. Tout à l'heure, tu parlais de défense en parlant de la NASA. Est-ce que, si tu sais, est-ce qu'on est préparé à une attaque qui viendrait de l'extérieur de la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des éléments de défense par rapport à ça ou... Elle est incroyable cette question parce que déjà j'ai pas trop les connaissances dessus, j'ai pas taffé dans des boîtes de défense, mais moi je pense que en France on aime bien critiquer la France et dire oui ça va pas, ça va pas, mais niveau spatial on est trop content d'être français parce que on voit qu'on a des ingénieurs de fous. On voit que le port spatial, ce qu'il est aujourd'hui à Kourou, c'est grâce à la France, même si maintenant on dit port spatial européen. Donc moi, je pense qu'on ne serait vraiment pas à la ramasse là s'il y avait une guerre en France. Et on le voit même dans la tech. Dans la tech, Snowflake, la boîte où je suis, c'est plus ou moins la plus grosse IPO au niveau software au monde. Et les deux créateurs sont français. Salesforce, il y a des Français. Dans les dirigeants de OpenAI, il y a des Français. On a vraiment énormément de sachants. On a des gens super brillants. Et là, je parle que des personas un peu brillants, shiny. Leurs noms sont dans la presse. Mais dites-vous, au niveau du renseignement, au niveau des services intérieurs, il y a aussi des gens qui sont très, très forts. Et j'ai travaillé avec des gens très, très smart à l'Agence spatiale européenne. Donc, moi, je crois qu'on ne serait pas mal placé là s'il y avait une guerre demain. Même si nos investissements dans l'armée et dans la défense ne sont pas du tout aussi hauts que la Chine et les États-Unis. Normal. Je me demande, du coup, à l'Agence spatiale européenne, tu étais considéré comme data scientist. Ouais. Ok. C'était quoi tes horaires là-bas ? Les horaires, c'est plus ou moins 9h, 9h30 jusqu'à 18h. Ok. Donc ça va, il n'y avait pas trop de pression Non, il n'y a pas trop de pression. Il faut savoir que comme on est sur des cycles très longs aussi dans le spatial, c'est-à-dire qu'entre le moment où on pense à un projet et il est réalisé, il y a 15 ans, 20 ans, ça dépend du projet. Mais comme on est sur ce type de cycle, je n'avais pas de deadline très fréquente. C'était plutôt espacé.
T'as vu de près les histoires de contraintes de budget justement allouées au spatial? Parce que je sais qu'il y a plein de missions qu'on aimerait faire, plein de missions qu'on a déjà faites ou on aimerait retourner. Genre, tu savais par exemple qu'on a déjà envoyé des sondes sur Vénus, sur Mercure, tout ça, et qu'on a eu des photos de l'intérieur. Il y a eu plusieurs Maintenant, je le voyages. Maintenant, tu le sais. Je sais qu'il y en a plein qu'on aimerait faire, mais on n'a pas le budget. C'est quelque chose auquel tu as été confronté? Moi, je pense pas que ce soit juste une question de budget. Je pense que l'écosystème spatial européen, justement, n'a pas assez d'entrepreneurs, n'a pas assez de boîtes pour répondre à la demande des États. Parce qu'en fait, il y a énormément d'argent. Il y a 7 milliards dans l'ESA. C'est le budget de l'ESA. Mais parfois, c'est dur de trouver quelqu'un qui va nous fournir cette pièce ou de trouver l'entreprise qui a les ambitions pour s'allier au budget. Ouais. Et c'est plutôt cette dissonance que j'ai remarquée. Mais c'est sûr que ça dépend quelle sous-partie du spatial. Parce que dire qu'il n'y a pas de budget dans le spatial, comme je te dis, je ne suis pas forcément alignée, mais le spatial, c'est l'observation terrestre. On met beaucoup d'argent là-dedans. Pour les missions de science que tu évoquais, là, je suis d'accord. Il faudrait réallouer une partie de ce budget, mais c'est pas les missions où il y a les retombées économiques les plus rapides. Ouais. Ça, c'est Il y a encore un ça, sujet, hein. il y a un Ouais. sujet politique aussi là-dedans. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, je te faisais l'avocat du diable sur la question de ouais, mais ça sert à rien l'espace et tout. Pour le coup, dans les stations qu'on a en orbite, il y a énormément d'expériences scientifiques qui sont faites parce que tu as des expériences qui, de ce que j'ai entendu, peuvent être faites que dans de la zéro gravité, par exemple. Il y a des choses, des traitements contre le cancer, il y a plein de trucs hyper importants qui sont faits là-haut et dont on n'a même pas conscience. Ouais, exactement. Pour simuler la microgravité, c'est assez dur sur Terre, parce qu'il y a les drop-down towers, par exemple, où on aura quelques millisecondes qui s'apparentent à ça. Et il y a les vols, vous savez, qui posent aussi d'autres problèmes niveau environnement, aussi niveau temps, parce qu'on ne peut pas faire un vol super long qui te met dans ces conditions. Mais le spatial, ça permet, par effet d'écoulement, de créer énormément de technologies qui vont être adaptées à tout ce qui se passe sur Terre. Ouais. Et alors, du coup, malgré cette passion pour le spatial, t'es pas resté. Qu'est-ce qui a fait que t'es pas resté à l'ESA? Comme je disais, il y a énormément de différents points qui me font prendre des décisions. Là, c'est un peu embrouillé, mais je voulais dire, je reprends. Il y a énormément de points qui m'ont fait bouger. Donc, le premier point, c'était vouloir apprendre de nouvelles choses, puisque les évolutions de carrière aussi, elles sont assez lentes au sein de l'Agence spatiale européenne en particulier, parce que dans le spatial, il y a plein de boîtes dans le privé où c'est beaucoup plus rapide. Mais j'avais un peu la limite de ce que j'aurais pu apprendre dans ce type de travail. Et je me suis dit, il faut tenter quelque chose de nouveau, retourner dans la tech, puisque la data et l'IA, ça va tellement vite aujourd'hui. Et j'étais dans une industrie tellement lente que c'est un peu en contradiction. Il y a une friction, là. Il y a deux opposés. Tu dis que tu loupes quelque chose, peut-être. Exactement. En fait, je me dis que je suis moins qualifiée qu'avant, puisque je suis pas où tout se passe. Peut-être qu'ils adopteront des outils d'IA dans l'espace dans le futur, mais ça va prendre très très longtemps d'être incorporé, puisque vous imaginez qu'un projet qui a été pensé il y a 20 ans, ils vont pas tout changer du jour au lendemain et dire on met ChatGPT à bord. Mais c'est plutôt ça. J'avais du FOMO de pas être où il y avait le cœur bouillant de mon métier, donc la data. Et aussi plein de différentes perspectives économiques m'ont fait prendre en considération le chemin de la tech, même si on est bien payé à l'ESA, puisqu'à l'ESA, on n'a pas d'impôt. Donc, en fait, le net, c'est le brut c'est le net. On n'a pas de carte vitale. Enfin, il y a aussi plein d'autres choses à prendre en considération, puisque on a une sorte de carte diplomatique, plus ou moins, mais on n'est pas considéré comme cotisant en France. On n'a pas de retraite. Enfin, on avait un statut un peu particulier. T'es une sorte d'argent du gouvernement européen? En fait, oui. T'es un peu comme le modèle OCDE, le modèle d'une organisation internationale. D'ailleurs, je pense qu'on n'en a pas parlé, je sais pas si tu peux le dire, mais tu gagnais combien en tant que data scientist à l'Agence spatiale européenne? Je gagnais 3 000 €, 3 200 en la deuxième année net, donc sans impôt.
Et les grilles sont publiques, vous pouvez aller en ligne. Et c'est plus ou moins la moitié de ce que gagne un nouveau astronaute. Donc pour vous dire que on est bien payé puisqu'on est payé en net. Ouais. C'est pas non plus délirant. C'est juste le fait de pas avoir d'impôts qui nous permet d'avoir des bons salaires. Ok. Ah oui, donc oui. Et toi, tu as dit que c'était quand même un point qui t'avait fait partir du coup. Tu te disais que tu étais sous-payé par rapport à ton travail, sous-payé par rapport à ce que tu peux avoir dans la tech. C'était quoi un petit peu... ou même par rapport à tes choix de vie que tu voulais faire. Je sais pas, peut-être tu voulais acheter un appartement, des boutins. Non, mais c'est méga prétentieux de dire que j'étais sous-payée parce que c'est quand même super bien payé. Mais je sais que dans la tech, les salaires, c'est pas du tout les mêmes. Et surtout, l'évolution est plus rapide. Ouais. C'est aussi ça qui m'a fait un peu shifter. Mais dans la tech, on part sur... des packages généralement assez équivalents, mais au bout de quelques années, et surtout si on a les performances qui sont associées à tout ça, on peut monter très vite. Et c'est aussi rentrer en considération, bien sûr, je voulais que mon nouveau travail me paie mieux et qu'il y ait une perspective d'évolution un peu en flèche. Est-ce qu'il y a des éléments perso, je le disais un petit peu, mais achat de biens immobiliers ou autres qui sont rentrés en considération ou pas du tout? Est-ce que c'est... Je sais pas, en gros, cette volonté aussi d'avoir de l'argent, on va dire plus d'argent, d'avoir un meilleur salaire, c'est juste pour avoir un train de vie plus élevé, pour pouvoir investir, pour pouvoir épargner, mettre de côté. C'était quoi un petit peu la volonté derrière? Enfin, s'il y en avait une, bien sûr. C'est la volonté de me sentir libre 100% financièrement. La liberté, pour moi, c'est pouvoir voyager quand je veux, de pouvoir aussi aider ma famille, aider mes parents. C'est super important pour moi et ça fait vraiment partie de mes décisions au quotidien. Donc, c'est-à-dire que ma mère, elle m'a vraiment soutenue et je pense que beaucoup de gens qui réussissent aussi ont une famille, une bonne base qui les aide à prendre les bonnes trajectoires. Et ma mère, elle m'a vraiment soutenue. Donc, financièrement, je sais que je pourrais pas me dire j'ai réussi ma vie si j'arrive pas à aider mes parents, si j'arrive pas à être là. Et mon père, il est handicapé aussi. C'est plutôt intense ce qu'il a. Et donc, c'est super important, comme je suis fille unique, de me dire je prends des choix qui sont alignés avec ce que je veux offrir à ma famille. Ok. Et du coup, pourquoi t'es pas resté dans le spatial? Est-ce qu'il n'y avait pas des boîtes tech, donc, où tu te rapproches de la tech quand même, des scale-up ou j'en sais rien, je connais pas trop le secteur, mais qui restaient dans cet univers du spatial quand même? Je pense qu'on est bien... mieux payé à l'ESA que dans les boîtes quand même. Dans les boîtes de l'industrie parce que comme c'est une industrie un peu qui fait rêver, ils peuvent garder des salaires assez bas, surtout en début de carrière. Parce que ça attire du monde. Oui, de toute façon, il y a du monde. C'est comme la F1. Il y a plein d'ingés qui veulent faire de la F1, donc ils commencent avec des salaires assez bas. C'est tous les métiers un peu passion. Qui peuvent se permettre d'avoir des salaires d'entrée bas. Le luxe, c'est comme ça aussi. Le luxe, il y a plein de gens, ils sont très contents parce qu'ils ont dans les 30-35 000 euros par an et ils font leur métier de rêve. Et c'est OK, mais c'est juste que ça dépend des priorités. Et quand je fais des mind maps, je mets tout le temps mon top 3 priorités de qu'est-ce que je vais obtenir avec le prochain shift. C'est quoi un petit peu, toi, tes 3 critères, tes 3 priorités quand tu regardes un travail, en tout cas aujourd'hui? La priorité numéro 1, c'est mon apprentissage parce que c'est ça qui va déterminer mon évolution. Donc, je le mets tout le temps au sommet de la liste. La priorité niveau 2, c'est salaire, package. Donc, il ne faut pas juste voir le salaire mensuel, mais il faut voir au niveau des RSU, donc est-ce qu'on touche des actions, au niveau de l'évolution salariale, donc pas juste l'évolution en tant que poste, mais ça rentre dans la partie 2. La partie 3... Et ça, c'est peut-être plutôt nouveau, mais j'aime bien voyager avec le travail. Je voyageais un petit peu à l'ESA, mais là, je voyage beaucoup plus. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien de voir de nouvelles choses. On est jeunes et c'est le moment de bouger, de voir à droite, à gauche si on aime bien Barcelone, on aime bien d'autres villes. T'aurais pu travailler pour un SpaceX, par exemple? En fait, c'est passionnant et c'est quand même le top de ce qui se fait niveau lancement à l'heure actuelle. Quand tu vois les réentrées de boosters, tu te dis « Waouh, le mec est trop fort ». Mais je sais pas, puisque l'éthique et le management, il est un peu toxique. Là-bas, ils ont des énormes affiches. J'ai des amis qui ont travaillé chez SpaceX qui disent « Oui, quand vous faites des pauses, les autres avancent. » Incroyable. SLG. Non, mais des trucs comme ça et je sais pas.
J'ai beaucoup d'amis à la NASA qui, Ouais. eux, se verraient jamais de leur vie travailler chez SpaceX, alors qu'ils gagneraient beaucoup mieux. Il faut savoir que la NASA, les salaires sont pas non plus déconnants. Donc, ils se verraient jamais travailler pour SpaceX parce qu'ils n'auraient pas l'impression de travailler pour le bien commun. Alors que dans le spatial, il y a beaucoup de gens qui veulent justement travailler dans le spatial pour le bien commun. Ouais, ok. D'accord. Métier de cœur, un peu de Exactement, valeur. d'éthique. Ouais, d'éthique. Presque. Ok. J'avais une question que j'ai oubliée, donc c'est pas grave, je vais passer à la suivante. Ah oui, non, si. Non, je trouvais ça intéressant que tu as dit l'apprentissage en critère numéro 1. Je trouve que c'est trop négligé. J'ai l'impression que beaucoup de gens font des choix de travail par le salaire, le prestige, comme d'habitude, Sûr. et le fit. Donc c'est très bien, le fit avec les équipes et tout, mais je crois que c'est une des premières fois, ou peut-être la deuxième, que j'entends apprentissage dans les critères de choix, et je trouve que c'est hyper pertinent parce qu'en vrai, quand tu choisis un travail, tu construis ta carrière. Et c'est par tes apprentissages, pas que par la ligne sur le CV que tu vas le faire. Donc, Et puis même au niveau de la simulation. Ouais, en plus. Toujours, je suppose que toi, la manière dont j'ai l'impression que tu t'écoutes beaucoup, c'est très lié à ça. Ok, qu'est-ce qui me stimule ou pas, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis doué, etc. Quoi. Et sous mind map. Surtout sous my map. Surtout. Et du coup, alors, pourquoi Snowflake particulièrement? Est-ce que il y avait plusieurs boîtes un petit peu dans le pipe? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est assez drôle parce que j'ai postulé que chez 2 boîtes, donc AWS, qui est la filière cloud d'Amazon, et Snowflake. Et c'était 2 choix puisque je connaissais la technologie derrière. Comme j'avais travaillé à Amazon, il y avait beaucoup d'intervenants AWS qui m'aidaient pour l'accélérateur du numérique. Et comme j'ai travaillé pendant mes études sur des projets Snowflake, je savais que j'aimais bien le logiciel. Donc j'ai passé les 2 entretiens en parallèle. Et ce qui m'a permis de faire le choix, je pense que c'est le critère d'apprentissage parce que je connaissais Amazon. Snowflake, c'est un challenger qui vient même challenger les grosses boîtes cloud, qui est beaucoup plus petit aussi au niveau de la structure. Je crois qu'on est 10 000 seulement dans le monde, donc c'est plus la start-up, c'est vraiment le stade beaucoup, scale-up. Et Amazon, donc j'ai eu l'offre d'Amazon et de Snowflake, et j'avais l'impression de ne pas avoir d'impact. J'allais pas en fait autant apprendre parce que mon drive, c'est aussi avoir un impact. Et à Amazon, c'était pas forcément quelque chose que j'allais ressentir. Et là, chez Snowflake, d'ailleurs, mon expérience me confirme que j'ai fait le bon choix parce que je le ressens vraiment. J'ai un très bon manager, j'ai une bonne équipe et je suis tout le temps poussée à découvrir de nouvelles capacités chez moi, faire de nouvelles choses. On a eu un événement avec 2000 personnes et j'étais speaker donc devant des grosses salles ça s'appelle le Snowflake World Tour. Et tout ce que j'ai fait depuis mon arrivée chez Snowflake, je me suis dit que c'était exactement ce que j'avais prévu dans ma mind map en fait. J'ai appris ce que je voulais, j'ai rencontré les gens à droite à gauche, j'ai pu voyager un peu. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Est-ce que tu as des expériences là-dedans dans ton métier aujourd'hui où tu t'es dit « Oh putain, j'ai réussi à faire ça quand même ». La première fois, c'est quand j'ai mis mon nom dans l'espace. Donc ça m'a marqué et je le ressors parfois en fun fact. Mais comme j'ai travaillé sur un satellite à Noordwijk, où il y a l'ESTEC, c'est le centre de recherche de l'Agence spatiale européenne. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on est totalement éparpillés en Europe. Donc, il y a le headquarter à Paris, le centre de recherche à Noordwijk, l'astronomie, c'est à Madrid, l'observation terrestre et les data centers et tout, ils sont plutôt en Italie. Donc, voilà, c'est super éparpillé. Mais pour reprendre sur la partie satellite, je partais souvent à Noordwijk pour voir les équipes et on a travaillé sur le Young Professional Satellite, qui est une mission qui est partie avec le vol inaugural d'Ariane 6. En plus, c'est trop, trop cool. Et on a pu mettre en orbite pendant quelques minutes le WIPSat qu'on a construit. C'est quoi, et qui avait WIPSat, donc le nom du satellite Young Professional Satellite, on l'appelle WIPSat, et qui avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de capturer le carénage d'Ariane 6, et l'autre objectif, c'était d'avoir un aspect scientifique. Donc il y avait Oscar Cube, qui était un CubeSat qui était collé donc à notre satellite, qui devait mesurer le champ magnétique de la Terre, mais avec un tout nouvel outil. D'accord. Un outil quantique. Et donc, ces 2 objectifs ont été remplis. Donc, pour une mission de jeune professionnel, c'est top. Mais faire partie du projet, ça voulait dire qu'on pouvait mettre notre nom gravé au laser sur le satellite qui a été mis dans Ariane 6. Et donc, j'ai la photo de trop stylé. mon nom qui a été embarqué. Ça, c'est plutôt cool. Je me suis dit, c'est bien, je l'ai fait. J'ai bossé 2 ans dessus et c'est parti, ça a décollé.
Putain, du coup, c'est des temps longs, mais quand même, en 2 ans, tu as réussi à lancer des projets, quoi. Ouais. Et tu dis, c'est cool, ils ont réussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets qui échouent, du coup, dans le spatial. En fait, il n'y a pas tellement de projets qui échouent. Là, je pense à Akuto, une des missions japonaises. Je ne sais pas si tu as suivi, Non. Maurice, mais qui a échoué un alunissage, un atterrissage sur la Lune. C'est rare d'avoir des vrais échecs, puisqu'on met tellement d'énergie, on met tellement d'argent dans les projets, que généralement, ça fonctionne. Okay. Je pense au James Webb Space Telescope. Oui. Parce que ça, je pense que c'est le climax de tous les gens qui ont travaillé dans le spatial. Il y avait tellement de single point of failure, donc ça veut dire que c'est un tout petit truc, va pas bien, tout le projet rate. Je crois qu'il y en avait au moins une 50aine. Et tout a réussi, parce qu'on a mis l'investissement, on a mis le temps, donc ça prouve ce qu'on peut faire en tant qu'espèce humaine. Et moi, c'est ce qui nous rend fiers, ce qui me rend fière en fait d'être un être humain aussi. Je me dis, waouh, on a réussi à envoyer ça dans l'espace, on est en train de capter des données de telle galaxie. Je suis trop fière, je suis trop contente. On n'est pas juste des gros pollueurs. Enfin, je parle de l'aspect environnemental parce qu'avec le spatial, on me fait souvent la remarque. Mais il y a plein de fois où je me dis, c'est pas très cool, on peut être pessimiste, il y a des guerres à droite à gauche en ce moment. Mais moi, le spatial, ça me rend super optimiste. Je me dis, top, tout ce qu'on fait. Ouais, je trouve ça cool ton discours, parce que c'est vrai que que ce soit dans les médias, partout, on a souvent ce discours très pessimiste de l'humain est mauvais, l'humain fait ci, cela. Mais on oublie tout le temps toutes les belles choses qu'on a réussi à faire, à devenir, à créer, construire, et qu'on va encore faire. Donc je trouve ça hyper cool. Ouais, qu'on voit aussi en médecine. Moi, j'ai un peu ce truc en médecine et tout, même dans la tech, avec l'aide de la tech aujourd'hui. Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui chez Snowflake, précisément ? Alors, mon rôle, c'est Solution Engineer. Et c'est plutôt flou. Moi aussi, je ne savais pas bien ce que c'était avant de parler à des gens à la tech, mais c'est un poste technico-commercial. Donc, on accompagne des clients sur des objectifs de transformation de la data platform, de l'IA, du cloud. Et on leur propose la solution du software. Et moi, je fais la partie technique de tout cet aspect qui peut être aussi très commercial. Donc, je fais les démonstrations, je fais des proof of concept, des POC, et je développe mes anglicismes, puisque depuis que je suis dans la tech, je parle de plus en plus à moitié en anglais, à moitié en français. Donc, ce que tu vas faire pour les aider, c'est-à-dire que le produit que Snowflake vend, c'est pas un truc tout en un où une fois que tu l'as acheté, tu l'as et c'est bon. Il y a un côté implémentation, peut-être machine learning ou j'en sais rien, et du coup, tu travailles sur tout ça ? Oui, en fait, je montre les points positifs d'implémenter Snowflake niveau technique. Souvent, on est en compétition avec d'autres solutions, avec Databricks, avec Fabric, côté Microsoft. Il y a un côté sales avec, sur ça. Avec BigQuery, avec j'ai Redshift chez Amazon. Mais c'est des très, très gros compétiteurs qui sont très solides. Le but d'un solution engineer, ça va pas être de faire la partie commerciale pure, mais ça va être quand même de garder cet aspect commercial pour comprendre les enjeux du business et de pouvoir y répondre en termes techniques. Donc de pouvoir montrer des modèles de machine learning parfois qui répondent à une exigence du client et comment on les développe sur la plateforme. De pouvoir montrer comment on fait la data pipeline si on parle vraiment de data engineering, parce que c'est problématique pour beaucoup d'entreprises, surtout en France, où on est parfois en retard sur le move to cloud. Il y a beaucoup de boîtes en France qui sont restées sur du on-prem, par exemple. Sur du quoi ? On-prem, c'est ils ont leurs données en local. Donc, ils gèrent l'infrastructure. Et du coup, est-ce que c'est pas un métier typiquement qui est plus adapté, entre guillemets, à des profils écoles de commerce, ou en tout cas, ils ont peut-être une plus-value par rapport aux gens qui viennent d'ingé ? Étant donné qu'il y a ce côté un peu sales, compréhension business et vraiment traduire les specs techniques, etc. en business. Il y a beaucoup d'ingénieurs, je pense à mon équipe, et une faible proportion de personnes comme moi qui ont fait école de commerce. Quand même. Mais c'est ouvert aux deux et je pense qu'on apprend beaucoup des deux. Donc, il y a des ingénieurs qui sont d'ailleurs très, très bons niveau business. Et on voit que les méthodes, souvent, ne sont pas les mêmes de travail. Donc, c'est bien d'avoir une équipe qui est un peu variée à ce niveau-là. Et combien de temps ça prend, là, je me pose une question un peu salaire, parce que tu en parlais tout à l'heure. Combien de temps ça prend dans la tech quand tu es... je ne sais pas si c'est les mêmes salaires déjà. Est-ce que c'est les mêmes salaires, data science, data analyse, solution engineer ? Non, il y a des métiers qui sont mieux payés que les autres.
Tout à fait. Déjà, les métiers commerciaux purs, ils sont très bien payés dans la tech. Ok. Mais il y a du variable. Ouais. Donc, il faut être performant pour avoir des bons salaires. Ça, je dirais que c'est peut-être les top salaires, surtout avec 3-4 ans d'expérience. Donc, Solution Donc, mon niveau, Engineer, là. ça en fait partie. Solution Engineer, on a les deux. On a l'aspect technique et commercial. Donc, on n'a pas d'aussi bons salaires que les accounts exécutives. Ouais. Ok. Mais on est bien situé par rapport à des postes qui sont que techniques. Ouais. Donc, on a du variable. Ouais. Ok. On a un variable qui est, pour nous, chez Snowflake, de 30% de notre salaire et qui Ok. dépend de certains objectifs d'équipe, pas d'objectifs individuels. Ok. Et on a un très bon salaire en fixe. Ok. On est en entre-deux. Ouais, ça prend du temps d'atteindre la barre qui est parfois symbolique en école des 100K dans la tech sur les métiers de data analysis, data science ou pas? Ça dépend ce que tu prends en compte. 100K, si ça prend en compte les actions, si c'est le full package, Ouais. je dirais que c'est assez facile de le franchir. Ok. Mais si Ah, c'est en facile, c'est revenu, quoi? 1 ou 2 ans, c'est un peu plus? c'est 2-3 ans 2-3 ans, ok. plutôt. Et si le but, c'est 100K brut annuel, c'est plus compliqué. Ok. Surtout si ça inclut pas le variable, Ouais. si c'est juste ton fixe. Mhm. Je dirais qu'il faut plutôt 6-7 ans. Ok, d'accord. Et c'est quoi un petit peu les perspectives d'évolution dans ces métiers, mais même toi, un petit peu depuis que tu as rejoint Snowflake? Je pense qu'il y a des grades déjà qu'on peut avoir en tête. Donc au bout de 1 ou 2 ans, on peut passer confirmé, passer après senior. Et c'est très lié à la performance. Toi, tu es senior là? Là, je suis associate, c'est le premier niveau. Ok. Il faut savoir que j'ai jamais vu de solution engineer ou ce genre de poste en sortie directement d'école. Ok, Généralement, c'est il pour ça. faut un peu de background data et on commence associate, Mhm. ensuite confirmé et ensuite senior. Ok. Ok. Après, il y a la partie manager aussi qui vient et qui change un peu la donne puisque ça dépend des équipes et c'est pas le même type d'objectif. Mhm. Et on peut totalement laisser tomber la partie technique parfois quand on est dans l'aspect très manager. T'aimerais bien passer Mais- sur des postes de management, toi? Je me suis posé la question récemment. Sur une mind map. Ouais. toujours. Pas encore sur Pas encore. la mind map. Je me suis posé la question assez récemment. Je sais pas encore si c'est ce qui me conviendrait. Moi, j'aimerais bien... c'est ce que permet Snowflake, d'ailleurs, c'est de continuer d'évoluer sans passer par la case manager Ok. obligatoirement. Ok. Peut-être que ça me correspondrait. J'ai bien aimé enseigner, j'ai bien aimé expliquer des choses, aider les gens et avoir l'impression de transmettre. Mhm. Mais je sais pas encore si ça me conviendrait super bien d'être manager. Je me poserai la question autour d'une mind map quand... Bien ficelé. Ouais, exactement. Peut-être quand j'aurai un peu plus de retour sur Snowflake, quand Ouais. j'aurai 1 an ou 1 an et demi d'activité. Mhm. Ok. Et là, du coup, ton ambition, c'est quoi? C'est de rester dans cette industrie côté tech, cloud, etc. Ou est-ce que tu aimerais bien, peut-être d'ici 5-10 ans, moins, revenir dans le spatial? J'aimerais bien être à la jonction des deux. Ok. Il faut savoir que toute l'industrie spatiale a besoin de cloud provider, a besoin d'avoir une structure data assez solide. Donc, je peux travailler dans la tech, mais avec des boîtes du spatial. Je peux travailler dans des boîtes du spatial, justement, sur ce pendant un peu de data. Ok. C'est pas du tout incompatible. Et même à l'heure actuelle, je peux manipuler des données géospatiales sur Snowflake. Ok. Je peux interagir avec des gens qui sont brillants et qui ont travaillé sur le sujet et avoir ce contact, avoir ces retours. J'aime bien de temps en temps aussi prendre conseil auprès de mentors. Donc de demander à des gens hey, est-ce que tu veux être mon mentor? Je sais que parfois c'est un peu bizarre, mais c'est juste savoir quelqu'un qui te guide dans une trajectoire ou qui te donne des conseils, pas forcément sur 10 ans, mais sur une année, avoir un point par mois, un point mensuel avec un mentor. T'envoies vraiment Ça, frontalement comme ça un message sur LinkedIn. Hello, s'il y a des mentors, je cherche un mentor. Non, mais ça peut être quelqu'un de sa propre entreprise, Ok. ça peut être quelqu'un dont le parcours est assez inspirant et on envoie des messages. Faut essayer. Moi, j'ai jamais contacté quelqu'un sur LinkedIn en mode vas-y, sois mon mentor. Ouais. Mais en parlant plusieurs fois aux mêmes personnes, c'est super utile si quelqu'un veut bien se dédier 1 heure par mois et former les autres En un vrai, petit on peu a- à son niveau. On a reçu pas mal de personnes quand même qui avaient des mentors, je trouve. Oui, oui. C'est marrant parce que moi, j'en ai pas des masses dans mon entourage quand j'y pense, de gens qui ont des mentors. Ouais. Sur le podcast, on a beaucoup reçu et c'est des gens qui, à chaque fois, appuient l'importance d'en avoir justement, à quel point ça les a aidés dans leur carrière pour faire les bons choix, pour être conseillés et tout. Moi, ça m'a aidé de ouf.
pas des mentors directs, mais de gens que j'ai écoutés et que j'ai pris en tant que mentor, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Franchement, ouais. Je me posais une question. Ah oui, en tant que solution engineer... Putain, mon accent, c'est chaud. En tant que solution engineer... Dur. On va la refaire une dernière fois et cette fois-ci, on va y arriver. En tant que solution engineer, c'est quoi tes horaires? On a des périodes de rush qui sont pas exceptionnelles. Donc, c'est-à-dire, ça peut être une fois par quarter où on a des semaines où on travaille énormément. Mes horaires classiques, c'est 9h, 18h30. Ok. Ça n'a pas trop changé 19h. pour toi au niveau lifestyle. Ça change pas tellement. Mais par contre, en période très intense, moi, j'aime bien finir un peu plus tôt et travailler le week-end, rattraper. Parce que je me dis sur la semaine, j'ai pu sortir, me vider la tête, voir des amis. Sur le week-end, je dois continuer sur quelques heures, parfois sur une journée entière. Et c'est ma façon de travailler. Ouais. J'ai des potes qui veulent jamais sacrifier leur week-end. Et c'est sacré, donc ils finissent parfois à 21h, à 22h. Mais c'est pas tout le temps. Il faut pas le voir comme le quotidien. Il faut le voir comme une partie qui peut être de 30 à 15% de ton temps. Est-ce qu'il y a de la pression un peu par rapport à l'ESA ou pas du tout? Ouais, beaucoup plus. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Il y a aussi des gros deals qui peuvent être signés ou pas. Donc là, il y a un aspect beaucoup plus performance, KPI, maîtrise de ce que tu fais ou pas. Donc, c'est pas le même niveau de pression. Et t'aimes bien, toi, cette pression, le côté rush? Ou c'est pas forcément quelque chose que tu recherches? Je me pose la question en ce moment. Je sais pas encore. Ok, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent ce rythme de vie, être tout le temps un peu dans le rush et tout. Et d'autres qui, justement, aiment moins et qui ont pas envie d'avoir de la pression quand ils vont au travail. Tu sais pas encore? Je sais pas encore parce que j'ai eu une seule période de rush où j'ai beaucoup travaillé et j'essaye de me faire une idée sur est-ce que c'est quelque chose qui me conviendrait ou est-ce que je préfère quelque chose de plus chill. Je sais pas. Ok. Et petite dernière question, parce qu'on va devoir finir. Est-ce que tu te verrais entreprendre? Oui. Par exemple, dans le spatial, nous faire une petite Elon Musk. Dans le spatial... C'est pareil, c'est très très long en fait. Parce qu'entre avoir une bonne idée, il y a énormément de barrières à l'entrée qui peuvent ne pas donner envie. Mais ça pourrait être pas forcément un SaaS dans le spatial, par exemple. Oui. Je me suis posé la question par rapport aux données géospatiales, justement, s'il n'y avait pas des ouvertures en cours. Mais j'attends d'avoir assez d'expérience et de me sentir légitime. Je sais que je parlais d'action et pas d'introspection, mais moi, justement, je prendrais ce type d'action quand j'aurai la conviction que j'apporte quelque chose. Je ne veux pas devenir entrepreneur pour faire les posts LinkedIn et pour... Mais tu ne veux pas le faire juste pour le faire, tu veux le faire si vraiment ça vient d'une volonté profonde, d'une idée qui te... Ouais. Ok. Est-ce que tu as un sujet, un message que tu aimerais faire passer, dont on n'a pas parlé encore ? Je ne sais pas si les auditeurs sont français, mais en tout cas, je voulais vraiment dire qu'ici, il y a énormément d'opportunités en France liées au spatial. Donc, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, parce que c'est important. Et écoutez le podcast Train Media, puisque vous aurez plein de recommandations. Exactement. On a des super invités, vraiment, c'est génial. Bah, écoute, de toute façon, on mettra aussi ton LinkedIn, je ne sais pas si tu as d'autres liens en description, pour ceux qui veulent te contacter éventuellement. Je ne fais pas beaucoup de posts LinkedIn, je ne suis pas super active sur les réseaux. Okay. Mais... C'est plus s'ils ont des petites questions, des messages, comme ça tu seras assailli de messages. Tu n'auras plus une seconde pour toi. Et écoute, merci, c'était un plaisir de plonger dans cet univers. Merci à vous. On aurait pu faire 2 heures de plus sur le côté complotiste. Mais je ne suis pas complotiste. Canalisé. Non, pas complotiste. Théorie. Just facts. Oui, et théorique aussi. Un petit peu. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, des profils que vous aimeriez voir, un peu plus atypiques comme celui de Laura. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.